Mon père venait toujours ici après le travail. Il est de mon devoir de maintenir la tradition. Vous ne voulez pas vous asseoir, commissaire? C'est vous qui prenez le relais à ce que je vois. C'est pas trop dur? Non, pas du tout. Vos gars ont travaillé toute la nuit. Pour pas grand-chose. Ça, c'est vraiment navrant. Je vois que ça commence bien pour vous. Je vous souhaite que ça continue. Et que toute cette histoire finisse pas en bain de sang. Allons-y. Comment? J'ai pas bien compris. On veut fêter la mort de Kwun. On attend que tu sortes la bouteille de champagne, mon vieux. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, Baby. Salut mes petits infiltrés et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Aïkessi et cette semaine je vais vous parler d'Infernal Affairs 2, réalisé par Andrew Lowe et Alan Mack, et sorti en 2003. Pour m'accompagner, il est photographe et réalisateur, mais surtout il a beaucoup parlé de cinéma asiatique un peu partout, dont dans des docus qu'il a réalisés, notamment un sur la trilogie Infernal Affairs. Fred Ambroisine, bienvenue. Bonjour. Quelle est ta saga préférée? Ma saga préférée? Ouais. Ah ouais, fou. À part Infernal Affairs. Oui. Enfin, la saga Sergio Leone, L'homme sans nom. Du dollar. Oui, voilà. Ah, bon choix. Là, parce que là, je m'y attendais pas du tout. Donc ah, voilà. bah, c'est la saga, hein. Ouais, voilà, c'est une bonne trilogie. Après, non, quelle autre bonne trilogie C'est vrai qu'en général, les trilogies... c'est pas forcément trilogie, hein, c'est saga oui, en général. C'est saga, oui, oui. Mais la trilogie du dollar, c'est un très bon choix. Et j'espère qu'on va en parler un de ces quatre dans pas longtemps, parce qu'il y a des choses à dire. Non, je pense au parrain, mais pareil, j'aime plus le 1 et le 2 que le 3. Hein, même si, voilà. Tu as vu la nouvelle version du 3 ? J'ai pas vu Coda. Ouais. C'est ça, hein, c'est le parrain Coda. J'ai pas vu. Bof. Qu'est-ce qu'Infernal Affairs représente pour toi ? Infernal Affairs représente beaucoup de choses. C'est mon premier voyage à Hong Kong. Alors, je ne l'ai pas vu à Hong Kong, mais lors de mon premier voyage à Hong Kong, c'est la première affiche que j'ai vue dans le métro. Ah, et classe. je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air d'être un polar, mais il n'y a pas de flingue sur l'affiche. Alors, c'était une affiche où on voyait quasiment tout le casting en contre-plongée, avec Andy Lau au premier plan, Tony Leung, comme s'ils prenaient tous la pose. Donc on a l'impression que c'était un film de stars avec qui prennent la pose de modèle, quoi. Mais avec une image un peu bleutée à la Michael Mann, etc. Je suis là, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça ressemble à du Johnny Taupe, ça ressemble à du Pity. Alors, il n'y avait pas encore Pity en plus. Hein. Donc le Johnny Taupe, c'était encore The Mission. Voilà, mais disons que ça ressemblait il y avait un feeling Johnny Taupe. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi ? Et j'ai demandé un peu autour de moi cette année-là, quand je suis arrivé à Hong Kong, et on m'a dit, oui, c'est un nouveau film avec Andy Lau, Tony Leung, on attend ça avec impatience, etc. Ça sort en décembre, et là, j'étais arrivé en Hong Kong en octobre, et je devais repartir. Donc, je suis reparti avant la sortie du film. Voilà, donc je n'ai vu aucune bande-annonce ni rien, mais j'avais juste vu une petite promo d'affiche, etc. Le premier Infernal Affairs, sachant qu'il n'était pas question qu'il y ait de suite. C'était Infernal Affairs, tout court. Donc voilà, donc à l'époque, j'étais journaliste, avec le recul freelance, hein, parce que voilà, j'ai toujours voulu faire partie de rédaction, et c'est comme ça que j'ai pu... entre guillemets, me spécialiser dans le cinéma de Hong Kong. J'étais pas plus spécialiste que ça. J'aimais autant les films de genre américains, les John Carpenter, les James Cameron, etc., Paul Verhoeven, que le Choi Ark et John Woo, etc. Sauf que le cinéma de Hong Kong n'avait pas la même visibilité, n'avait pas la même réputation auprès du grand public ou de la presse grand public et tout, à part Starfix, à part Impact, qui savait. Mais voilà, dans les magazines, voilà, je sais pas, Studio, Première, le cinéma de Hong Kong, c'était encore à l'époque où on mélangeait cinéma japonais et chinois, où ils se trompaient dans les noms, on faisait des fautes, etc. Et ça, c'était un peu énervant. Du coup, il y a eu d'abord des petits magazines, Ciné Asia, des magazines sur papier de mauvaise qualité, machin, etc. Mais au moins, j'écrivais ce que je voulais. Je pouvais ramener des dossiers. Un dossier sur les Girls with Guns, par exemple, les femmes flics dans le cinéma de Hong Kong.
voilà, ça n'avait jamais été fait avant, bah hop, je parle de ça. Voilà, Michel Yeoh, à l'époque où elle n'était pas encore ultra connue internationalement, ou Cynthia Rothrock, etc. Voilà, je pouvais vraiment m'éclater. Et c'était donc à cette époque-là où je commençais à aller à Busan, aller à Hong Kong, mais tout ça à mes frais. Hein. Donc c'est vraiment, on était une bande de journalistes passionnés. C'était pas la rédaction qui prenait en charge les frais ni rien. C'était, on se déplace, on découvre des trucs, on découvre le cinéma coréen, Park Chan-wook, etc. On découvre justement PTU, Infernal Affairs, ces trucs-là. On revient à Paris et là on propose. Et là le rédacteur chef il dit ah c'est intéressant, ça c'est bien, c'est bien, c'est pas bien. Donc tu l'as vu là-bas quand t'es retourné là-bas, t'as vu Infernal Affairs? Alors non, alors après le premier Infernal Affairs, je pense que je l'ai découvert dans le 13e, parce que le 13e c'était vraiment la source, la caverne d'Ali Baba. On avait tout quasiment en avance, puisque voilà, un film était distribué en salle à Hong Kong, 2 mois après il était en DVD, puisqu'à l'époque c'était DVD ou VCD. Donc c'était vraiment très mauvaise qualité. Aujourd'hui, tu peux pas revoir ça normalement, sauf si tu le regardes sur un écran cathodique, là ça passe, mais voilà. Donc c'était vraiment, quand c'était rare, quand t'avais pas beaucoup d'argent, t'achètes un VCD. Après, quand t'as un peu plus de sous, quand vraiment le film vaut vraiment le coup, t'achètes le DVD. Donc voilà, donc j'ai plein de VCD à la maison. J'ai aussi plein de DVD, voilà. Donc les premiers DVD que je me suis achetés, c'était Full Alert de Ringo Lam, c'était Big Bullet de Benny Chan. Donc on est là, voilà, on est un peu après le milieu des années 90. Et donc c'est comme ça que je me suis fait toute ma... C'est-à-dire que j'ai complété mes connaissances en cinéma de Hong Kong grâce aux imports du quartier chinois. Avant, tout ce que j'avais, c'était quoi? Les vidéoclubs français. Enfin, il y avait la salle, très peu de films. Moi, j'ai passé mon adolescence en Martinique, donc il y a eu très peu de films que j'ai vus en salle. Marin des mers de Chine, par exemple, ce genre de films. Mais voilà, mais c'était pas assez. Et la majorité des films qui m'ont vraiment marqué en vidéoclub de Hong Kong, c'était Gunman de Kirk Wong, c'était RoboForce, une production de Choi Ark, avec... Ça a l'air bien, RoboForce. RoboForce, c'était génial. Je l'ai vu à Noël, je m'en souviens encore. C'est totalement délirant. C'est une version un peu parodique de Metropolis. Enfin, c'est le concept. Ok, c'est pas ce que j'aurais imaginé. C'est le concept. Enfin, oui, ça ressemble un peu évidemment au film de Super Sentai japonais, on va dire. Voilà. Il y avait les films de gunfight à la John Woo. Alors, j'ai découvert le Syndicat du crime avant qu'il sorte au cinéma en France, parce qu'il est sorti d'abord en VHS, en version recadrée VF, et j'ai trouvé ça trop mélodramatique. Alors déjà, le côté recadré et tout ça, ça m'a peut-être gâché le film, mais John Woo, il avait sa réputation, je lisais dans Starfix Impact, des trucs sur John Woo. Bon là, c'est un petit article qui était paru, voilà, Syndicat du crime sort en VHS, je l'ai vu, j'ai bien aimé, effectivement, il y a 2-3 gunfights assez anthologiques, mais ça m'avait pas plus marqué que ça. Après, j'ai redécouvert en salle et tout ça, et là, c'était plus pareil. C'est un chef-d'œuvre. Et il y avait un autre film qui s'appelait Iron Angel, c'est là que j'ai découvert aussi les films d'action urbains qui mélangent arts martiaux et gunfight, avec en plus des héroïnes. Donc voilà, Moon Lee, voilà, qui est moins connue que Michel Yeoh aujourd'hui, mais les premières héroïnes d'action, j'ai vu, c'était Moon Lee, voilà, Cybelle Hu, qu'on voit dans Le Flic de Hong Kong avec Jackie Chan. Et effectivement, juste après, peu de temps après, j'ai découvert, alors c'était une copie de... diffusion Canal+, c'était Le Sens du Devoir 2. À l'époque, sur Canal+, il l'avait appelé 2 super flics à Hong Kong. Et au cinéma, il l'appelait Police Action 2. Et en fait, c'est pas du tout un 2, puisque ça a été fait avant le 1. C'est même pas un 2. Voilà, c'est même pas un 2. En fait, ça s'appelle... Donc voilà, donc c'était un style pareil, donc c'est série B, d'action et tout, qui pète, sans budget extraordinaire comme les Américains, mais dont le résultat est aussi impressionnant, voire plus. Parce qu'il y avait de l'idée, il y avait des chorégraphes, voilà. Il y a un truc, un feeling, un truc que tu vois les films de Hong Kong à l'époque, dans les années 80-90, tu dis, il y a quelque chose, quoi. Et sauf que, ce qui me frustrait, c'est que personne n'était au courant, à part un petit groupe, des petits groupes de passionnés, où, voilà, quand j'étais en Martinique, on était 3 à en parler. Quand je suis arrivé en France, on était un peu plus. Mais voilà, ça restait quand même très... confidentiel, et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire sur ce type de cinéma, tout simplement. Voilà, c'est parce que je me dis, mais pourquoi tout le monde parle de Die Hard, pourquoi tout le monde parle de la poursuite à moto dans Terminator 2, alors qu'il y a des putains de poursuites dans le cinéma de Hong Kong, dans, je sais pas, Full Alert, par exemple, ou, je sais pas, Matrix, Non. Ouais, mais voilà, Matrix, alors en plus Matrix en fond vert et tout ça, mais bon, bref, pas mal de films qui n'ont rien à envier au cinéma hollywoodien. Et c'est pour ça que voilà, j'adore le cinéma de Hong Kong. C'est parce que c'est un cinéma qui avait de l'idée. Alors, je parle au passé, ils avaient de l'idée, parce qu'il n'y a plus autant de films de Hong Kong aujourd'hui de ce type-là. Il n'y en a plus autant aujourd'hui qu'il y en avait avant dans les années 80-90. Mais voilà, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui me marquera toujours, parce que
plus personne n'est capable de faire ça. C'est-à-dire, même si le cinéma indien fait des films ultra blockbuster en ce moment et tout, c'est parce qu'il y a du budget, c'est parce qu'il y a des techniciens, c'est parce que voilà, il y a du talent aussi. Mais en Hong Kong, sans rien, entre guillemets, avec très peu de moyens, ils faisaient des films de malades. Ouais. Voilà. Et c'est ça, une des qualités uniques du cinéma de Hong Kong, c'était ça, quoi. Et donc, c'est comme ça que tu t'es retrouvé à faire des bonus sur tous les DVD et Blu-ray qui existent sur le TG. Je me suis ramené à Hong Kong, on m'a prêté une caméra et je commençais à filmer aussi. Voilà. J'avais pas en tête que j'allais faire des bonus ou quoi que ce soit. Je me suis dit, je suis à Hong Kong, j'arrive, je rencontre Gordon Liu. Enfin, déjà, j'arrive à Hong Kong, je rencontre Gordon Liu, je rencontre Cecilia Yip, qui joue dans les films de Organized Crime and Trial Bureau. Je croise tous ces gens-là, mais en l'espace d'une soirée, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc voilà, je sors ma caméra, je commence à prendre des contacts. Et puis aussi, c'est par rapport à la France, c'était beaucoup moins... Il y a beaucoup moins de barrières, de filtres et tout. C'est-à-dire que voilà, je suis en France, j'arrive à Hong Kong, j'aborde quelqu'un, je dis bonjour, voilà, je vous ai reconnu, vous jouez dans Organized Crime and Trial Bureau de Hong Kong. Elle me fait oui, elle fait le rapport avec le titre chinois, anglais et tout. Elle fait oui, d'accord et tout. Est-ce qu'on pourrait faire une interview? Bah paf, direct, elle me donne soit son contact ou soit le contact de son agent. On organise une interview dans la semaine. Et ça, en France, c'est le genre de truc qui n'arrivait pas, quoi. Faut passer par les agents. Ça dure 10 ans, en plus on te pose plein de questions. Oui, pourquoi, comment, non, t'as que 10 minutes, etc. Des fois, c'est resto, et des fois, ils me payent le resto. Enfin, c'est le truc hallucinant, quoi. T'as envie de payer, on fait non, c'est pas toi qui paye, c'est nous. Donc, on paye le resto, on t'accorde 1 ou 2 heures. Heureusement, moi, étant passionné, j'en avais vu... Admettons que j'ai vu la moitié des films de chaque acteur que j'interviewe. C'est déjà pas mal. Ça fait plusieurs dizaines de films, donc j'ai de quoi, même sans avoir vraiment préparé une interview à fond, j'ai de quoi faire tenir 1 heure facile. Rebondir, poser... Ouais, Parce que voilà, je peux parler de tous les genres, je peux parler du style de film, des réalisateurs à qui ils sont bossés, parce que voilà, quand t'es passionné, t'as quand même un peu tout en tête sur le nom des réals, le style des films, etc., sur l'évolution du cinéma. Et du coup... la plupart des acteurs et actrices d'Hong Kong n'ayant pas l'habitude d'avoir ce type d'interview, parce qu'il faut savoir que la presse à Hong Kong, la presse cinéma, à l'époque où je commençais à y aller, il restait un magazine ciné qui depuis a disparu. Et du coup, la presse à Hong Kong, c'est quoi? C'était la presse People, quoi. Donc tout ce qu'il y avait à propos des acteurs dans la presse, c'était avec qui sort telle personne, ou de quelle marque porte telle personne à telle avant-première, mais... C'est le genre de questions auxquelles répondre. Alors, qu'on arrive de France et qu'on pose des questions genre cinéphile, alors là, les mecs, ils sont impressionnés. Ils sont contents, ils te rappellent, ou ils te branchent avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai pu interviewer une majorité de personnalités de l'industrie. Donc, tu as interviewé Tony Leung, par exemple? Alors, Tony Leung, c'est particulier. Tony Leung, c'est particulier. Andy Lau aussi, Jackie Chan aussi, Jet Li aussi. Voilà, pour les grosses stars. Eux, il faut passer par des agents. Eux, ils vont tout vérifier, etc. Jackie Chan, j'ai même pas pu poser de questions. Je l'ai vu à une conférence de presse en 2015, qui était à Udine, en Italie, où ça faisait depuis 97 qu'ils essayaient de l'inviter. Et là, il y avait eu une coprod avec l'Italie, le film de Daniel Lee qui se passe en Italie avec les Romains et tout ça. Paf, du coup, ils ont fait l'avant-première en Italie. Jackie Chan est venu. Conférence de presse, mais filtrée, c'est-à-dire un peu fliquée. C'est-à-dire que 3 jours avant, tu dois envoyer des questions pour la conférence de presse. C'est-à-dire que tu dois lever ton doigt à la conférence de presse, faire semblant que c'est une question. Voilà. Mais en fait, non, c'est une question qui avait été Et tu dois demander, c'est quand le prochain Rush Hour, ce genre. Il y a des gens qui ont demandé ça, et d'ailleurs, il a dit non, je fais plus de Rush Hour. Finalement, il a dit oui, peut-être je vais le faire. Peut-être un jour. Voilà. Mais voilà, et puis il fallait pas parler de politique, il fallait pas parler de son fils, etc. Donc c'est le seul cas particulier qui s'est passé à Udine de ce style-là, parce que Jackie Chan était une grosse star. Sammo Hung, c'était pas du tout le cas. Sammo Hung, qui est donc aussi une grosse star, un des meilleurs réalisateurs de films d'action de Hong Kong de tous les temps. Lui, il était, bain de foule après la projo de son film, super cool. On a pu avoir des interviews, des petites interviews. Alors, comme il y avait beaucoup de demandes d'interviews, on a pu avoir des... Je crois même, non, si, j'ai eu ma petite interview one-on-one, même s'il y avait presse internationale, presse italienne. Et à un moment, j'ai pu faire mes 10 minutes ou 15 minutes avec Sammo Hung, tranquille, qui me parle de ses anecdotes avec Bruce Lee. Enfin voilà, c'est le bonheur total, quoi. Et donc, je vais pas trop m'éloigner quand même, mais Infernal Affairs, du coup, je l'ai découvert, je pense, en DVD d'abord import. Je l'ai acheté, puisque j'attendais ce film, puisque voilà, j'étais frustré de ne pas le voir en salle à Hong Kong, puisque je devais repartir en France, donc j'ai acheté dès qu'il est sorti dans le 13e. En 2003, je suis allé au festival de Udine, c'était la deuxième
ou troisième fois que j'y allais. Évidemment, il est passé en salle au Festival de Louvain. Alors là, je l'ai vu sur grand écran. Et là, boum. Moi aussi, je l'ai vu sur grand écran il n'y a pas longtemps. Ça vaut le coup. Hein. Franchement, ça vaut le coup. Ouais. Donc voilà. Après, je sais pas, j'ai revu je sais pas combien de fois. Enfin voilà. C'est... En 2003, je faisais des interviews pour la Shaw Brothers, mais aussi... Je suis allé aux avant-premières, j'allais à les avant-premières, au marché du film, au festival de Hong Kong et tout, et je me suis retrouvé à l'avant-première de Infernal Affairs 2 en octobre 2003. Bref, j'ai réussi à obtenir le ticket d'entrée parce que bon, il faut savoir que les journalistes à Hong Kong ne sont pas très considérés, parce que comme je l'ai dit, c'est plus la presse people et tout ça. Donc quand tu dis que tu es journaliste, pour eux, les journalistes à Hong Kong, c'est genre, tu es derrière la barrière de photographe, tu fais des photos, et c'est tout. Mais oui, mais je dois aussi aller voir le film. Ah ben non, les journalistes vont pas voir les films. Oui, mais comment je peux pour avoir un ticket? Ah ben, c'est pour les VIP. Enfin voilà, je vois le film, je prends une claque, je sors, je croise la personne de Midi Asia qui m'avait refusé le ticket, je lui dis c'est un chef-d'œuvre. Peu de temps après, je retrouve... Alors j'envoie, je suis pas quand même, je suis assez... sympa. J'envoie le lien que j'ai écrit de mon article sur DVD-Rama où je dis que c'est un chef-d'œuvre, donc je dis que vraiment... Moi, je dis dans mon article à l'époque sur DVD-Rama, en 2003, je dis, voilà, c'est supérieur au 1. Enfin, on en parlera, mais enfin, je pense que c'est supérieur au 1 parce que ça développe les personnages, ça les enrichit, etc. Enfin, voilà. On n'est pas d'accord, c'est ça? On n'est pas d'accord non plus. Okay. Je fais non avec la tête, mais on en reparlera plus tard. Bon, bref, je dis que c'est un chef-d'œuvre, je dis que pour moi, c'est vraiment ma phrase est reprise dans la promo ciné de Infernal Affairs 2 à Hong Kong. Il cite DVD-Rama. Il marque Masterpiece DVD-Rama. Alors là, classe. Classe, ouais, classe. Et du coup, moi, je suis super chaud, j'attends Infernal Affairs 3, parce qu'en fait, ils ont fait comme pour Matrix 2 et 3. Ils ont filmé en même temps. Ils ont enchaîné. Ils ont tourné à la suite. Et donc, Infernal Affairs 2 devait sortir en octobre 2003 à Hong Kong. Je l'ai vu en avant-première, super. Infernal Affairs 3 devait sortir en décembre 2003 à Hong Kong. Et là, je devais partir. Bah oui, je peux pas rester à Hong Kong. Je crois que c'était 3 semaines. Voilà. Maximum. Et du coup, j'ai dû acheter Infernal Affairs 3 en DVD, en import, dans le quartier chinois à Paris. Celui-là, on en parlera la semaine prochaine. Tout à fait, voilà. Donc, je ne l'ai pas vu encore, donc c'est voilà. Et enfin, il était avec nous pour Prometheus, et toujours écoutable du côté de Cheatlist, Final Cut et Hcast. Coucou Marvin. Salut Fred, salut Sofiane. Et toi, c'est quoi pour toi Infernal Affairs? Infernal Affairs, c'est une saga assez importante que j'ai découvert. Alors moi, du coup, j'ai un peu l'impression aujourd'hui, je suis à côté de quelqu'un que j'ai beaucoup lu avant d'écrire moi-même. C'est une saga que j'ai découvert au niveau de sa sortie physique France, en fait, tout bêtement. Parce que je crois que tout était à peu près sorti en même temps. Non, alors le premier est sorti en 2004 au cinéma. Et après, tu as eu le back-to-back et ensuite, il y a eu une grosse attente. Il y a eu sorti en 2004 en France, et ensuite sorti en 2007 pour le DVD. Des 2 et 3. Des 2 et 3, ouais. Et du coup, voilà, c'est une saga que j'ai assez appréciée, mais en fait, je l'ai surtout beaucoup appréciée en voyant Les Infiltrés, tu vois. Alors qu'il y a un film que j'ai tendance à défendre, que j'aime beaucoup, mais qui, je trouve, souligne beaucoup les qualités qui étaient déjà présentes dans Infernal Affairs, quoi. Après, je vais pas empiéter sur Les Infiltrés, je sais que vous allez en parler bientôt. Ouais. Donc voilà, non, et c'est mon... déteste ce film. je me doute, je sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est une saga que j'ai découvert au moment de sa sortie France, quoi. Voilà, mon rapport au cinéma hongkongais, à moi, il était déjà fait depuis, je pense, les années 90. Alors moi, j'ai pas les anecdotes de Fred, voyez-vous, parce que moi, je ne suis pas allé à Hong Kong. Un jour. Probable, peut-être. Bah oui. C'est un style pour moi de vidéoclub, essentiellement. Et donc de vidéoclub de province, tu vois. Moi, je suis toujours en province aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose que j'ai découvert via, à la base, les choses les plus populaires qu'on pouvait trouver en vidéoclub. Tu vois, mon premier choc, ça a été, je crois, une bande-annonce de The Killer tu vois, en pré-programme d'un éditeur de l'époque. Et tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais vu ça, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté en parlant avec d'autres fans, du coup. C'est que tu commences à t'intéresser à ce cinéma-là, notamment celui de Hong Kong, du coup. Et il y a quelque chose de, tu sais, dans la codification du polar ou de n'importe quoi ou du genre qui est tellement différent de ce qu'est ta zone de confort à ce moment-là qu'il y a une espèce de phase monomaniaque, tu sais, qui s'enclenche où tu arrives à regarder quasiment que ça, quoi. Et tu as du mal à revenir vers ce que tu regardais avant. Tu vois, quand tu as été un peu biberonné au cinéma européen, américain, tout ça, il y a vraiment un choc, il y a vraiment un vrai truc qui se passe, tu vois, quand tu découvres alors les trucs populaires, tu vois, John Woo, même Jackie Chan, ces trucs-là. Et voilà, ouais, il y a eu cette phase monomaniaque qui m'a poursuivi longtemps. À un moment donné, j'en suis un peu revenu, et c'est quelque chose de cyclique, je pense, pour moi, tu vois, chez moi. Et Infernal Affairs, ça a fait partie de ces films qui m'ont complètement replongé dedans quand c'est arrivé dans les années 2000, quoi. Tu l'as vu à l'époque? Je l'ai vu à sa sortie physique française, du coup.
Il est sorti pas longtemps, 6 mois après ou dans Je sais plus exactement, de 2000. Tu l'as découvert en DVD ou au cinéma? Je l'ai vu en DVD. Là, j'ai la version anglaise du Blu-ray. Et je vais pas mentir, elle est un peu dégueulasse. Hein. Elle est carrément... franchement, le deuxième, ça passe encore, mais le premier, la version... Dans le deuxième, regarde, ils ont photoshopé la tête de Chon Yu. En fait, c'est Chapmanto qui tient les 2 flingues. Ils ont effacé sa tête et ils ont remplacé sa tête. C'est pour ça qu'il a la tête, il a l'air d'avoir la tête enfoncée dans les épaules. Exactement. Il a les épaules très hautes. C'est horrible. Ça, ah oui, maintenant que tu le dis. Tu vois que je peux voir. Maintenant que tu le dis, tu vois que ça. Ça, c'est la scène du 2 où il y a un des rares. C'est la scène où il y a un des rares gunfights du film, où il y a Chapmanto qui tient 2 flingues en criant. Bon, c'est pas la meilleure scène, mais... Est-ce que quelqu'un peut mettre mon visage sur cette photo? Je pense que ça va pouvoir se faire. Ça me fera plaisir. Pas de problème. Et ouais, la version... Et pour la jaquette DVD du premier film, ils ont mis Tony Leung et Andy Lau en arrière-plan, un peu effacé, et au premier plan, ils ont mis une nana... qui n'a rien à voir dans le film. Qui est même pas dans le film. Cette affiche très étrange. On aurait dit Naked Killer. Ouais, tu vois, cette affiche très étrange que j'ai vu repopper il y a pas longtemps, je me suis encore demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Ouais. une nana en robe boulante avec un flingue. Ouais. Qui n'est pas dans le film. Voilà. Mais tous les posters devraient avoir une... C'est comme les James Bond. Surtout les James Bond, il y a une meuf comme ça avec un flingue. Voilà. Alors, il me semble qu'à l'époque, c'était Miramax, Weinstein et tout ça. Donc voilà. Ouais. Donc, on change les jaquettes, on coupe si on peut, si on veut. Enfin voilà. Là, c'est Palisade. Alors ça, c'est pour l'édition anglaise. Ouais, la version anglaise. Tartan. Américain, il me semble que c'était Weinstein qui distribuait à tour de bras les Jackie Chan, les Infernal Affairs, etc. Je viens d'acheter un très joli poster de The Master et en gros, il est marqué Weinstein présente. Et je fais putain, je l'avais pas vu, quoi. Ouais, ça fait mal. On va aller rapidement, mais pour vous, quels sont les 3-4 plus grands films du genre polar ou action hongkongais? On va faire rapide. Vas-y, Marvin. Écoute, je vais pas être original. Hein. Celui qui m'a le plus marqué dans ma vie de cinéphile de vidéoclub, c'était Hardboiled, évidemment. Après, si on va chercher du côté de choses un peu... D'ailleurs, avec Hardboiled, on va en parler, toi et moi, sur le Patreon. On enregistre ça cette semaine, donc ça devrait être disponible sur le patreon.com/plan-séquence. Voilà. Bien joué. Après, non, je vais essayer de citer des trucs évidents quand même. J'ai bien aimé Une balle dans la tête, c'est un des seuls que j'ai vu, donc je tiens à le dire. J'aime beaucoup Une balle. Mais c'est pas vraiment un polar. C'est pas un polar. C'est plutôt... C'est une saga... Enfin, c'est une saga, oui, c'est une saga... Quoi, il y en a plus un? Non, je veux dire, l'histoire même est une saga, parce que ça, c'est une... Ça se passe sur beaucoup d'années. Ça se passe sur plusieurs années, c'est à la fois un drame, un film de guerre, un film d'action... un film sur la jeunesse, sur la trahison, sur l'amitié, voilà, c'est un film qui mélange un peu tout. Et sur avoir un crâne avec une balle dans la tête. Voilà. Exactement. Donc, très important. Je vais pas dire Prison on Fire, parce que c'est pas un polar, mais c'est un de mes films préférés de Hong Kong, tu vois, toujours confondu. Donc je dirais City on Fire, du coup. Après, si je cherche dans les choses les plus évidentes, que j'adore vraiment, enfin, je suis un énorme fan de Time and Tide de Choi Ark, quoi. Voilà, je vais peut-être pas en citer 3, je vais peut-être en citer plus, mais bon, évidemment, tu prends... non, mais voilà, tu prends, allez, donc, déjà les John Woo, tu prends Syndicat du crime, Hardboiled, The Killer, tu vois, voilà. C'est pas mal. Ringo Lam, tu prends, je sais pas, Full Alert, alors, je suis pas un ultra fan de City on Fire, voilà, mais je préfère Full Alert. Parmi les polars de Ringo Lam, Kirk Wong, polar, Gunman, j'adore, Organized Crime and Triad Bureau, j'adore, Rock'n'Roll Cop avec Anthony Wong, j'adore. Vous avez une bonne petite liste entre ce que Arnaud Lanuc a dit la semaine dernière et là, vous avez une bonne petite liste de films à regarder, donc aucune excuse là, c'est bon. Ouais, en polar, ouais, déjà, si on voit ça, je pense déjà, on est bien, ouais. Ouais, justement, si vous deviez convaincre quelqu'un qui n'est pas initié de regarder un film hongkongais. Ma grande frustration, c'était quand j'essayais de montrer ce genre de film au début des années 90 à mes potes ou la famille, c'était un peu dur, c'est-à-dire que voilà, c'était trop exagéré, ou sinon c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'est tellement exagéré que ça fait rire. C'est pas le but, mais au moins il y a déjà une réaction. Après, ils trouvent ça tellement énorme que ça fait rire. Tu vois, le nombre de morts qu'a dans les films de John Woo, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir ça, qui a l'habitude de voir juste des films américains où il y a 2-3 morts, quand on voit une centaine de morts, je sais pas, ou même dans les films de sabre, La Rage du Tigre, où David Chiang avec son sabre tue 100 mecs sur un pont, ça surprend. Même la culture de l'acting, tu vois, tout le monde se rappelle de ces séances de The Killer où les gens se marraient, quoi. Alors oui, il y a aussi le côté... pas la même que la nôtre, quoi. Premier degré, mélo de John Woo. Alors après, c'est typique de John Woo aussi. Il a toujours fait des films un peu
premier degré un peu naïf, voilà, et sensible, Sincère, tout ça. quoi. Et du coup, à une époque où c'est très cynique et tout ça, quelqu'un qui va voir The Killer, où les deux alors, on a le droit de spoiler ou pas The Killer? Les gens, ils ont tous vu The Killer. Ouais, si vous voulez. Ouais. Non, mais voilà, lorsque le... Sautez d'1 minute, si vous voulez. Voilà, lorsque le personnage de Choi Yun-fat et de sa liée, Choi Yun-fat qui a perdu ses yeux, qui est aveugle, donc le but du film, voilà, déjà c'est un truc qui se termine super mal, il est aveugle, l'héroïne est aveugle, les deux se croisent, essayent de se toucher, et finalement se ratent et meurent. Enfin, le Choi Yun-fat meurt sans avoir pu, ne serait-ce que tenir la main de la personne qu'il aime, et c'est ultra triste, moi je pleure. Et à côté, il y a des gens qui rigolent. Il y a des gens qui rigolent, quoi. Et là, je me dis, mais t'as envie de leur foutre une Will Smith, comme on dit maintenant. C'est marrant parce que dans le premier Infernal Affairs, il y a un petit moment comme ça. C'est quand il regarde, il est avec sa psy, Tony Leung, et il lui dit est-ce que vous croyez que je suis une bonne personne? Et là, il y a une petite musique dramatique qui commence un petit peu. Et ça, je me suis dit, en salle, quand je l'ai vu en salle, il y a eu un peu des petits rires par-ci, par-là. Alors que je me suis dit, c'est juste un cinéma différent, une façon de voir les choses différemment. C'est tout, cela dit, dans le cinéma américain, les films mélo, ils n'hésitent pas à sortir les violons, quoi. Bien sûr, ouais. C'est juste que là, Simplement, ça ils le clash font. avec le reste du film, en fait. Oui, voilà. Effectivement, des fois, ça peut être un peu abrupt. Il y a la rupture de ton aussi qui est Là, c'était vraiment d'un seul coup. Est-ce que vous croyez que je suis une bonne personne? Et là, non. Et il se regarde droit dans les yeux et tout. J'avais l'impression de regarder une rom-com d'un seul coup. C'était très étrange. On peut... Alors, c'est vrai qu'on est censé parler du 2, mais parlons de la chute d'Anthony Wong dans Infernal Affairs 1. Tout de suite après, il y a une musique avec une voix un peu Oui. mélancolique. Ah oui, après la chute sur la voiture, ouais. Pour moi, personnellement, ça n'a pas fonctionné sur moi. C'est-à-dire, j'ai beau adorer Anthony Wong, j'ai beau adorer le personnage de Tony Leung, le personnage, justement, comme le film dure à 1h40 et tout, il n'y a pas eu assez de développement. Ça marche plus dans The Departed, exactement. C'est exactement ce que tu allais dire. Non, mais voilà, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que le 2, je le préfère, c'est parce que on en apprend plus sur ce personnage d'Anthony Wong, qui, quand il meurt dans le premier, c'est pas si émouvant que ça. C'est émouvant pour le personnage de Tony Leung, avec qui il a travaillé pendant 10 ans undercover, mais son personnage n'a pas été assez développé pour que ça m'affecte vraiment beaucoup. Plus la musique mélo avec la voix, et les flashbacks et tout. Voilà. Là, on est revenu dans un style Hong Kong des années 80, c'est-à-dire un truc vraiment mélo, un peu cliché. Mais bon, ça n'enlève rien au reste du film, qui est génial pour moi, le premier. Qui est presque aussi bien que The Departed, comme tu disais tout à l'heure. Absolument pas. Je vais faire exprès. Est-ce que vous avez des petits trucs à dire sur la production du film? Parce que moi, j'ai pas trouvé grand-chose, en fait. Fred doit avoir des trucs à dire. Quand j'ai vu le 2 en avant-première, j'ai réussi à choper Alan Mack. J'ai failli l'avoir en interview et il m'a un peu posé un lapin dernière minute. Ah oui, on a tous reçu les... Ouais. Mais aux dernières minutes, ça n'a pas pu se faire et j'étais un peu dégoûté parce que j'aurais bien aimé l'avoir. Quand ils ont fait le 1, ils n'avaient pas prévu de faire de 2 ou de 3. Quand ils ont vu le succès du 1, voilà, en l'espace de 3 semaines, ils analysent les chiffres du box-office. Ça a rapporté 10 fois le budget, alors que c'était la plus mauvaise année du cinéma de Hong Kong cette année-là. Ils ont direct enchaîné sur une suite, sauf que... Tous les acteurs sont déjà morts, donc forcément... Non, mais la suite, Alan Mack l'avait déjà en tête, c'était le 3. Il voulait enchaîner sur le 3. Sauf que Andrew Lowe, qui était producteur, qui venait de monter sa boîte de prod quand il a fait le 1, Andrew Lowe lui a dit j'aimerais bien qu'on fasse une préquelle avant le 3. Enfin, avant la suite directe. Ce avec quoi Félix Chong et Alan Mack, les deux co-scénaristes, n'étaient pas vraiment d'accord. Ils ont fait un compromis, comme quoi ils écrivaient quasiment le 2 et le 3 en même temps. Donc voilà, donc en gros c'était un job c'était un peu forcé de faire le 2. Au final, pour moi, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Non mais voilà, c'est-à-dire que... Parfois, il faut être forcé à faire des trucs. Voilà, il y a certains réalisateurs qui fonctionnent mieux quand on les force à faire des trucs. Pour moi, c'est-à-dire qu'ils ont... George Lucas. On aurait dit, vu que ça a été forcé, on pourrait dire, tiens, ça a été tiré par les joues, etc. Au contraire, quand tu vois le 2, tu dis, bah non, c'est logique, ou non, ça renforce cette partie-là du premier film, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que les deux films sont vraiment complémentaires, et qu'il n'y a pas... En plus, on ne peut pas vraiment les comparer dans le sens où le premier, c'est plus un film d'espionnage avec qui est qui, tu vois, c'est un jeu du fait de la souris. Là, c'est la mafia, là. C'est un film intense, et le 2, c'est vraiment les origines, mais en mode, on n'est plus du tout sur le même rythme, on n'est plus du tout sur la même durée, là on est sur du 2 heures,
on n'est plus du tout sur focus sur le bien et le mal. Enfin, tu vois, le duo Tony Leung, Andy Lau, qui sont un peu, tu vois, les deux faces, enfin, d'une même pièce, on va dire. On a éclaté un peu le concept sur 8 personnages, qui n'est pas plus mal dans le sens où on sait très bien que Andy Lau et Tony Leung, leur talent d'acteur n'a rien à voir avec celui des 2 petits jeunes qui jouent leur rôle. C'est un petit problème d'ailleurs quand Ils même. sont physiquement d'ailleurs assez éloignés de... Je trouve que c'est un petit problème parce que passer après eux, c'est quand même compliqué, quoi. Voilà. Et donc, ils ont été très malins de ne pas focaliser l'histoire uniquement sur eux, mais justement de l'éparpiller dans le bon sens en mettant d'autres protagonistes, on va dire, à importance égale. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une lutte entre 2 personnes comme dans le 1, parce que c'est comme ça que ça a été vendu, hein, c'est la lutte. Voilà, entre deux, le duel entre les deux, voilà. Alors que le 2, c'est beaucoup plus que ça. C'est les zones grises, quoi. On s'intéresse plus à ce qu'il y a entre les deux. Et en plus, voilà, c'est-à-dire que des personnages qui, dans le 1, le Anthony Wong, c'est qui? C'est le chef de Tony Leung, personnage irréprochable. Il meurt, c'est triste, voilà. Ben non, dans le 2, on apprend qu'il n'est pas si irréprochable que ça. On apprend que pour arriver à ses fins, c'est une belle il va devoir, on va dire, pactiser un peu avec le diable pour pouvoir essayer de régler l'affaire sur laquelle il est. Et pareil pour le personnage de comment s'appelle Eric Tsang, qui joue le rôle du chef mafieux Sam. On dit c'est une ordure dans le premier, etc. et tout ça, et dans le 2 on dit c'est une ordure mais il a quand même un cœur, etc. Il est amoureux de sa femme et tout, en plus on le trahit. C'est moins une caricature que dans le premier. Moi je trouve vraiment, mais c'est pour ça brillant, il est beaucoup pourquoi plus dans de le premier on a dimension. l'impression que ce sont des caricatures? Je te dis, c'est parce qu'il y a 1h40. Ouais, Il y a 1h40 parce qu'ils n'ont pas de background, sauf que je trouve que le fait que les personnages n'aient pas de réel background, c'est un truc qui convient à certains. Tu vois, par exemple, je trouve que les personnages de Andy Lau et de Tony Leung, du coup, moi je les trouve bien en tant que, tu sais, héros tragique posé là comme ça. T'as juste besoin de le voir quitter l'école et se retourner, et tu sais ce qu'il y a eu. C'est-à-dire, ce type-là devait être flic et finalement ça s'est mal passé, et tu sais, il y a un côté vraiment tragique là-dedans, et c'est ce qui m'embête, tu vois. Moi j'adore le développement de Anthony Wong et de Eric Tsang, qui eux vraiment... Dans le 2, donc, oui. Ouais, dans le 2. Par contre, je suis un peu moins fan des personnages, du coup, des 2 infiltrés. Je trouve qu'on leur rajoute parfois un background que, tu vois, moi je les préférais sans, quoi. Savoir que le flic infiltré est infiltré pour une raison, finalement, c'est un truc, ça m'embête un petit peu, tu vois. C'est le même problème que dans The Departed, d'ailleurs, qui reprend ce truc-là. Un des grands thèmes du film, c'est le colonialisme, enfin la fin du colonialisme, puisque ça se termine en 97, puis poil. Mais enfin, je m'attendais à un vrai thème autour de ça, et au final, c'est là présent, mais je trouve que c'était limite plus présent dans le premier, le côté double identité. Ouais, bien sûr. Je trouve que c'est moins... Enfin, ils auraient pu faire un peu plus avec le concept dans le 2, j'ai l'impression. Oui, mais sauf que Infernal Affairs, c'est pas un film politique. Non. Voilà. Le truc, c'est qu'il y a des éléments un peu politiques dedans. Quoi. Voilà, dans le contexte. Et ça finit quand même avec le drapeau et tout. Enfin. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, voilà, mais c'est-à-dire que ça donne à boire et à manger un peu au public de Hong Kong. C'est-à-dire qu'ils sont là pour voir un spectacle commercial. Et encore, le 2 n'a pas été fait comme un vrai film commercial. C'est-à-dire que le 2, dès le départ, ils se sont dit « Ouh là là, on n'a pas Tony Leung, on n'a pas Andy Lau, on va se focaliser sur l'histoire et ça va devenir un film, entre guillemets, d'auteur. » C'est-à-dire que voilà, on va le faire comme un film indé. Donc il a coûté, je sais pas, je crois qu'il a coûté 5 millions Hong Kong dollars, c'est-à-dire 500 000 et euros. Il a fait un très bon score, mais il a quand même rapporté moitié moins que le premier. Oui, voilà, donc si... Mais c'était quand même un bon score. Ouais, voilà, les réalisateurs étaient contents. Et pas très bien reçu par la critique. Moyen. C'est très moyen, ouais, de ce que j'ai vu. Non, c'est plutôt le 3 qui s'est fait descendre, mais le 2, c'est pas aussi bien reçu que le premier, quoi. Non, ça dépend des critiques. C'est vraiment... il y a eu un bon équilibre pour le 2, en fait. Ouais. Mais voilà, bon, de toute façon, le 2, qu'est-ce que c'est? On est plus dans une saga mafieuse qu'un thriller intense avec découverte d'identité ou quoi que ce soit. On est dans le Grand Pardon d'un coup, mais à Hong Kong. Alors, Grand Pardon ou dans le Parrain 2. Voilà. Puis les enjeux sont pas les mêmes. Tu sais, les enjeux sont pas les mêmes, tout simplement à cause ou grâce à sa nature de préquel, quoi. Je propose qu'on passe au film. Passons au film.
Nous sommes en 1991 dans la petite ville d'Hong Kong. Le commissaire Hong raconte sa première arrestation. Il regrette de ne pas avoir tué le meurtrier de son partenaire. Et en fait, on se rend compte qu'il parle à Sam, son informant, qui est en train de bouffer, bien sûr, forcément. Et sur toute la table, il y a de la bouffe d'ailleurs. Le premier plan qui m'a sauté aux yeux dans ça, c'est le plan cigarette contre bouffe. Où il y en a un qui est complètement en train de manger comme ça et l'autre qui est dans son nuage de fumée. Vraiment, c'est très très bien fait, le nuage de fumée. Ouais. Tout simplement, en un quart de seconde, tu as le côté jovial contre le côté froid. Et c'est assez drôle parce que le mec gentil, c'est lui qui est froid, et le mec jovial, c'est lui qui est censé être méchant. Donc il y a vraiment tout de suite ce clash entre les deux, je trouve. C'est brillant quand tu sors de Infernal Affairs, en fait. Ouais. C'est parce qu'on met longtemps avant de montrer Eric Tsang. Tu vois, on voit Anthony Monk. Ça fait trop bien, je me rappelle, j'ai fait à son informant. Et effectivement, il parle à son indique, et en fait, on n'a pas trop de précision sur leur relation antérieure dans le premier. Et c'est vraiment là que se pose le truc, quoi. C'est-à-dire que le développement de tout ce qui va les amener à se considérer comme ils se considéreront par la suite. Mais vraiment le contre-champ. Je crois que c'est un contre-champ. Je sais plus si c'est un travelling ou un contre-champ. Mais le moment où on te montre Eric Tsang, ça c'est déjà hyper brillant, quoi, en 15 secondes. C'est différent de The Departed, pour te faire plaisir. Ou dans The Departed, Nicholson bosse pour le FBI, si je ne me trompe pas. Donc il bosse pas directement pour Martin Sheen. Non. Voilà, c'est ça la grosse différence. C'est une bonne différence. Ouais. Ils ont pas du tout ce lien. Non, voilà. Et justement, en regardant le début de Infernal Affairs 2, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que lui, il était un indique, donc forcément, ils avaient une relation. Et ça explique le contexte de la première scène où on les voit ensemble dans le premier film, bien sûr. Fait, où tu sens qu'ils ont l'air potes au final. Et ils font genre, ah, je vais te tuer, machin, mais en même temps, c'est il y a une sorte de petite amitié entre les deux, quoi. Sauf que Scorsese n'a pas vu Infernal Affairs 2, je pense pas. Je pense pas, non. Ils ont acheté les droits de remake du 1, ils ont enchaîné, ils ont commencé à le préparer. Il dit qu'il les a jamais vus, mais c'est peut-être un peu du bullshit aussi. Hein. Le premier, je pense qu'il l'a vu. Il dit qu'il a jamais vu le premier. Non, ouais, ou alors c'est son scénariste là, qui dit qu'il a juste lu le scénario et qu'il l'a adapté. C'est un peu du bullshit, je pense. Ça m'étonnerait quand même. Non, mais Scorsese, de toute façon, il fait ce qu'il veut, Scorsese. Ah, s'il y en a bien un qui peut faire ce qu'il veut. Voilà. Deux personnages qui étaient censés être les pires ennemis dans le premier Infernal Affairs, qui sont face à face, et du coup leur relation est un peu ambiguë, quoi. Est-ce que c'est une relation amicale ou est-ce que c'est juste une relation de flic à indique? Enfin voilà, on n'est même pas sûr que c'est vraiment un indique, peut-être qu'il donne juste des infos. On sait pas quand aussi au début du film, on sait pas quand ça se déroule. On sait pas tout de suite. On voit juste que Sam n'a pas ses cheveux peroxydés, donc on peut commencer à se poser la question de quand ça se passe, et ensuite on découvre qu'il a une femme en fait, Sam, qui s'appelle Marie, et qui est un des personnages les plus importants du film, un personnage très crucial. Et justement au début je me posais la question, ok, je sais pas, ça va être la femme qui se fait tuer. On le sent, qu'elle est là pour se faire tuer. Bien sûr. Mais par contre, ils ajoutent beaucoup de dimensions à son personnage. Ça aurait pu juste être la femme qui se fait tuer. Ouais. Mais au final, c'est autre chose que ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la femme qui a un peu de l'avance sur tout le monde et tout. Et surtout, ça débute avant l'affichage du titre du film. Il y a un meurtre. Enfin, tu vois, il y a un meurtre. T'as un ressort dramatique super important qui est un chef de triade se fait assassiner. Par qui? On l'a reconnu par le personnage joué par Andy Lau. Le personnage de Lau, joué par Edison Chen, donc, qui joue donc, la version jeune de Andy Lau. Là, on se rend compte que c'est un pur tueur à gages, quoi. Donc, il élimine un par un, etc. Et là, on se rend compte tout de suite après qu'il bosse pour Marie, Eric Tsang, dont la femme est Marie, qu'en fait, il bosse plus pour Marie que pour Eric Tsang. En fait, voilà. Il est un peu amoureux de Marie. Ah bah complètement. Voilà. Donc la relation, donc déjà cette relation est super importante. Et il parle de Shanifi Affect, donc forcément ils vont être proches. Ah oui, alors la Shanifi, la chanson du premier, voilà, le lien est fait. C'est un peu. Mais c'est très intéressant parce que là, c'est un personnage qui est jeune, il est un peu. Il cherche une figure paternelle avec Eric Tsang, mais il est quand même amoureux de la femme de son boss. C'est ça. Eric Tsang, c'est Sam, pour les gens. Eric Tsang, c'est Sam. Et donc voilà, ce personnage est quand même secrètement amoureux du personnage principal féminin joué par Karina Lau, qui est la femme du boss. Et triangle amoureux, ça marche toujours. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien The Departed aussi, parce qu'il y a le triangle amoureux. Tu vas le dire combien de fois que... Non, ça veut pas dire que j'aime pas Infernal Affairs. Non, j'ai bien compris. Mais tu vois ce que je veux dire? D'ajouter un triangle amoureux, ça change beaucoup de choses en fait. Et là, c'est une bonne idée. Ouais, mais dans The Departed, je veux dire... Dans The Departed, après, ils ont malaxé le 1 et le 2. Comment ça se fait que le couple...
Le couple principal, enfin, c'est la femme, c'est aussi la psy de. Bah, c'est comme ça, c'est Boston. c'est Boston, et c'est comme ça, tout le monde se connaît à Boston. C'est tous des Ben Affleck, des Matt Damon, des Mark tout petit Wahlberg. Boston, Fred, c'est tout petit. Eh oui, c'est vrai, en plus, c'est pas si grand que ça, Boston. Bon, bref. Ces ressorts dramatiques font que ça donne un peu d'épaisseur, plus d'épaisseur, au personnage joué par. Enfin, au personnage de Lo, enfin voilà, des deux futurs infiltrés. Okay, parce que là, l'histoire commence, ils ne sont pas encore infiltrés. Et plus l'histoire avance, et là, on va. Ce qui avait été, on va dire, expédié en quelques secondes dans le premier, qui est donc un flic s'infiltre chez les truands et un truand s'infiltre chez les flics. Là, ce sera un petit peu plus développé, et surtout, le contexte, c'est que, voilà, les personnages qui ont été rajoutés, Marie, jouée par Karina Lo, il y a aussi le frère de Lo, joué par Francis Hong, qui joue le rôle de O, qui est donc le fils du parrain qui a été tué. Donc voilà, on se rend compte que le personnage... C'est le frère de Lo ou Yann? Le frère de Yann. Attends, Yann. C'est le demi-frère de Yann. Non, attends, oula, Yann, pardon, Yann, oui. Yann, c'est c'est le demi-frère de Yann, c'est la raison pour laquelle finalement on l'infiltre en fait. Voilà. Je m'attendais pas à ce que je me démerde mieux avec les noms que vous. Non, mais je les mélange tous aussi, c'est l'enfer. Après, on peut dire que les noms des acteurs. Le problème, c'est quand tu les lis sur Internet, ils vont te mettre le nom complet, et donc je sais pas lequel est le prénom à chaque fois. Yann, ouais, c'est le prénom, le mettre toujours à la fin. Voilà, et là, pour Lo, ils le mettent pas à la fin. Non, ils le mettent au début. C'est Ming, son nom. Ah oui, mais c'est Ming. C'est Ming alors? Mais il l'appelle Lo, je crois. Il l'appelle Lo, c'est Lo qui Ming. Putain. Voilà. Mais c'est Ming. Moi, je me... Dans mes chroniques, Parce qu'il l'appelle peut-être par son nom de famille, on sait pas. Oui, Sam voilà. aussi, c'est son nom de famille, par exemple. Ouais. Donc, Et Wong, c'est le lieutenant Wong, intendant Wong. Enfin, bref, j'apprends plein de trucs avec cette saga, au moins. Parfait. Donc, en gros, dans Infernal Affairs 2, on est sur un film mafieux avec trahison, avec sentiment de culpabilité encore plus fort. C'est-à-dire que voilà, frustration du personnage de Yann, puisque son demi-frère est un membre de la mafia, son père était un membre de la mafia qui a été tué. Donc déjà, le rapport entre les deux personnages, c'est que voilà, le personnage de Ming a tué le père du personnage de Yann. Voilà, donc déjà, il y a ce truc-là. Et comment c'est Hong Kong, ça doit être tout petit alors. C'est comme Boston en fait. Hong Kong, c'est tout petit. Et Hong Kong, c'est effectivement tout petit. Je t'assure. Tout le monde connaît tout le monde. Alors, voilà. Donc là, ça comme marche. Boston, c'est comme Boston, c'est comme ça. Et donc voilà, on est en pleine saga mafieuse et les références au parrain et au parrain 2. Le mariage de sa fille et tout. Le mariage, la scène de mariage. Tous les chefs sont réunis aussi, c'est le parrain 2. Ils sont tous sur le balcon. La musique, c'est le parrain 2. La mort, enfin, je sais plus quel personnage fait mourir, mais ça fait même limite penser au parrain 3 avec la mort de Marie, justement. Elle s'appelle Marie aussi. Ouais, elle s'appelle Marie. La Sofia Coppola. Ouais. Enfin, il y a des moments comme ça. Sauf qu'elle est plus surprenante, cette Oui. Et carrément, on est en train de tout spoiler. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on va faire, je pense. Ah non, mais le film, on peut le spoiler. C'est bon. C'est impressionnant. Et moi, je revois la scène à chaque fois, je suis surpris, quoi. Est-ce que vous trouvez... Moi, j'ai un petit problème, c'est que les deux personnages principaux, entre guillemets, parce qu'il y a plein de personnages qui sont à peu près au même niveau, mais les anciens personnages de Yann et donc Ming, je trouve qu'ils, pendant au moins 3/4 du film, ils doivent dire 2 phrases, quoi. Ouais, mais parce qu'ils sont pas... Ils ne parlent quasiment pas pendant tout le film. Finalement, et ça m'a... Je me suis dit, c'est bizarre, on dirait que le film, on dirait que les scénaristes étaient plus intéressés par tous les nouveaux personnages qu'ils ont créés et par les deux boss, en gros. Bien sûr, hein. Et ces deux personnages-là, c'est genre, on est un peu obligé de les mettre dans le film. Enfin, il y a un petit sentiment comme ça. Après, qui dit mais c'était volontaire. Qui dit préquel dit un petit peu absence d'enjeu autour de ces personnages-là. Oui, voilà. Dans le sens où on connaît leur destin. Mais au point qu'ils ne parlent quasiment pas. Et la vraie bonne idée, c'était de remettre vraiment en avant Tony Wong et Eric Tsang, qui eux, il y a un truc super à développer autour de leur relation qui amène à Infernal Affairs, quoi. Et c'est vraiment là où c'est brillant. Super acteurs. En plus, oui, ils sont largement au-dessus des deux autres. Ah ouais, pas faute. Ça aurait été criminel. Les deux autres, ils sont juste beaux gosses, quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, au générique du film, on met le nom d'Anthony Wong et Eric Tsang avant. En premier, Ouais. En premier, avant. Même sur l'affiche, tu sais, Non, mais c'est normal en même jaune temps. là, du DVD, ils sont vachement mis en avant. C'est normal, quand tu regardes le film, c'est clairement eux qui portent le Ah truc. bah ouais, ils Eux sont- et O, au final, c'est un peu les trois Ouais, parce que c'est pareil, personnages. Francis- Et Marie, voilà. Francis Wong aussi est largement dessus, tu vois. Enfin, je veux dire, lui, il est super. Quoi. Et Francis Wong, parlons-en, il est connu, je veux dire, c'est un gars qui a fait des bons films. Alors, Francis, de toute façon, ils sont tous connus. Okay, à part Sean Yu, justement, et Edison Chen, qui étaient des petits jeunes, qui avaient que quelques années d'expérience, et qui avaient joué dans les films un peu nazes, genre Jan X Cop, tu vois, de production de Jackie Chan, où ils étaient censés être la nouvelle vague des acteurs de films d'action, tu vois, la relève de Jackie Chan. Un jour, alors là je parle de Nicolas Tse, mais un jour, dans les bonus de Jan X Cop, je vois Jackie Chan qui dit oui, Nicolas Tse c'est le nouveau Jackie Chan. Enfin tu vois, mais je suis arrête. Nicolas Tse il sait pas faire des flips, il sait pas Il va mettre un coup de pied, quoi. Oui, enfin il sait pas faire des cascades comme faisait Jackie Chan. Donc Jackie Chan, bon bref c'était son poulain, etc. et tout. En plus c'est un fils d'acteur. Donc franchement à cette époque j'étais déçu par tout ce qui venait de la nouvelle génération. Donc je mettais tout le monde dans le même panier. Nicolas Tse. Alors Eddie Sochen, n'en parlons pas, je le trouvais abominable. Je l'ai même croisé sur un tournage à Hong Kong. C'est celui qui joue Yann. C'est celui qui joue Ming. Ming, voilà. Ming. Je l'ai croisé sur un tournage, le tournage de Twins Effect. C'est une des pires interviews que j'ai faites de ma vie. Elle a duré 2 minutes et demie tellement il n'avait rien à dire. Donc je pensais que voilà, toute cette génération de petits jeunes avait quasiment rien à dire. Heureusement, je sais pas, le miracle s'est produit. Sur Infernal Affairs 2, il est bon. Enfin, tu vois, il est pas extraordinaire, mais il est très correct, il est crédible. Et je l'ai ensuite interviewé 2 ans après Twins Effect pour Infernal Affairs 2. Et c'est là qu'il m'a dit, effectivement, il a bossé 1 mois avant le premier jour de tournage. Enfin, en gros, il s'est entraîné pendant 1 mois à faire des recherches, à poser des questions réelles, etc. Parce qu'il savait que là, la pression était énorme. C'était quand même, il jouait le rôle de Andy Lau jeune. Donc là, le mec, faut pas qu'il déconne. Tu vois, alors on n'est plus dans je glande sur un tournage ou je joue un vampire dans Twin Effect. Tu joues la plus grande star hongkongaise. Voilà. Et pour moi, il a fait un boulot correct puisqu'il m'a dit dans l'interview qu'il n'a pas voulu il n'a pas cherché à imiter, on va dire, dans le sens à mimer Andy Lau, mais il a cherché à vraiment, il s'est renseigné sur le perso, etc. Donc pour moi, ça va. Ces personnages. Ah non, mais je veux dire, compte tenu de leur temps de présence à l'écran, ils sont absolument pas choquants. Je veux dire, tu t'es jamais complètement sorti du truc par ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas un souci. Tu vois. Une fois que t'as passé l'Uncanny Valley physique, tu sais. Ouais, mais déjà, on nous les a montrés dans le On film nous les a d'avant, montrés dans le donc au premier. moins, ça passe mieux, tu Ouais. vois, quand tu les vois un peu plus jeunes dans le film d'avant. Sauf qu'avant, ils ont tourné une journée. Ouais. Ouais, sur une Plus le journée. temps de se regarder. La mauvaise herbe repousse sans cesse. Et c'est toujours les bons qui s'en vont les premiers. Je revois à peine le visage de mon collègue. Mais aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir logé mes 6 balles dans le crâne de ce merdeux. Le monde est corrompu. On devrait pas réagir comme ça. Depuis quand es-tu ici? Bientôt 2 ans. Et tu sais pourquoi je t'ai jamais emmerdé? Parce que j'ai une belle gueule. Ouais, le savoir. Non, parce que t'es un mec bien, Sam. Donc Et, on fait la rencontre des chefs des différentes triades qui racontent des potins sur le C'est mort. La police est toujours plus ou moins gérée en anglais. Hein. Les gens parlent en anglais. Il y a pas mal de gens qui parlent en anglais. Dans Il y a des expressions anglaises. Ouais. en fait. Non, mais même en anglais, tout simplement, il y a un des chefs de police, quand Ming rejoint la police, justement, il parle en anglais pendant tout le truc. Ah on oui, est encore oui, pré-rétrocession, c'est ça? oui. Ah oui, là, on y est encore là. Donc, L'inspecteur Monde fait une descente en même temps que O, le fils du boss mort. En gros, il les appelle et lui, il a des dossiers sur tout le monde. Et ce personnage, c'est marrant, c'est que il paye pas de mine, quoi. Alors, bah, On dirait un comptable. Hein, je suis ouais, c'est un désolé, peu mais- ça. c'est ce qui est génial dans son interprétation, enfin dans son personnage, c'est que le personnage de Ho, on remet dans le contexte, son père est mort, qui était un grand chef de triade. Du coup, le chef de triade, ça devient Ho, qui est donc Son père a été tué par Ming. voilà. Donc Ho devient le nouveau chef, sauf qu'il a un style un peu de, enfin voilà, je sais pas, de chemise avec blanche. le petit pull croisé, avec, enfin voilà, on aurait dit un étudiant américain avec sa paire de lunettes, etc. Quoi, tu vois, un joueur de golf, quoi, par exemple. Alors qu'il est impitoyable, en fait. Voilà, c'est ça qui Très derrière son apparence un peu Très intelligent aussi. très intelligent. Toujours un coup d'avance sur tout le monde. Voilà. Donc voilà, donc Pas un grand. Enfin,
J'aime bien, mais je trouve que comparé à Sam et Wong, il est pas au niveau non plus, je trouve. Il est pas mémorable. Je suis sûr que dans un mois, je me souviendrai plus trop du personnage, tu vois. Et moi, je m'en souviens depuis. Voilà. Non, toi, il t'a bien marqué. Au contraire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, son personnage, on fait croire qu'il maîtrise tout, qu'il a un coup d'avance sur tout le monde. Il sait que voilà, sa vengeance, il la consomme pas tout de suite, il attend. Voilà, donc c'est vraiment un jeu d'échecs. Il attend genre 5 ans, un truc comme ça. Ouais, il attend, il se prend du pognon, il fait semblant. Mais il a un peu Michael Corleone sur les bords, c'est qu'on le voit jamais sourire, on le voit jamais calculateur, quoi. Ouais, c'est complètement ça. Tu sais, mais après, après il dit que la famille, c'est, un peu comme dans les films de mafieux, la famille avant tout, etc. Sauf que, voilà, tu sais pas s'il est quand même prêt à trahir quelqu'un de sa famille, tu vois. Il a inspiré Fast and Furious, d'ailleurs, je sais pas si vous êtes... Non. Non, mais pour moi, son interprétation est super. Voilà. J'aime beaucoup la scène où il rend hommage à son père en levant les verres et tout. Elle est classe, cette scène, quand même, je trouve. Oui, et puis voilà. Et puis, comme je te dis, on a l'impression qu'il il cache un peu ses sentiments. Il est très sobre, il est très... Voilà. Simplement, on voit très bien qu'il y a certains moments où on essaye de lui faire péter un câble, notamment Anthony Wong qui dit ton père est mort, on va sortir le champagne. Et là, on voit tout de suite que... dans son œil que voilà, c'est un mec qui peut vriller. C'est plus le mec qui dit je vais rien dire maintenant, mais t'inquiète pas qu'un jour, toi t'es sur ma liste. Voilà. T'es sur ma liste, quoi. Voilà. J'aime bien les nouveaux boss aussi, ils sont marrants. Ouais, ils sont rigolos là. Les nouveaux boss en fait, et tout là. Les nouveaux boss en fait, ce sont des participations amicales en fait d'acteurs qui sont pas vraiment acteurs. Ce sont des réalisateurs du chef opérateur. Ah ok. Parmi eux, t'as Teddy Chen qui est le plus jeune de la bande. Teddy Chen, c'est un réalisateur génial. C'est lui qui a fait plus récemment, il a fait Kung Fu Jungle. Il a fait avec. C'est très bien Kung Fu Jungle. Ça te fait rire Kung Fu Jungle? Non, je te jure. C'est quoi en anglais, à l'international, ils ont appelé ça Kung Fu Killer. Ouais, Kung Fu Killer. Voilà. Ah, c'est mieux Kung Fu Jungle alors. Mais pourtant, Kung Fu Jungle, c'est une tuerie. Hein. C'est super bien. C'est un hommage. Je vous fais confiance. Hein. Il y a le retour du sous-fifre, du sidekick, comment on dit, henchman du premier film, là, qui était marrant, celui qui fait des blagues. Ah oui, alors Chapmanto, il y a lui qui est de retour, on en avait déjà parlé dans l'épisode avec Arnold. Alors Chapmanto qui m'expliquait que c'était un comédien à l'époque assez connu. C'est un ancien gangster en fait. Ah ouais? Ouais. Il m'a pas dit ça. Voilà, donc c'est un ancien. Il a été. Alors, je ne pourrais pas donner les détails de ce qu'il a fait, mais disons que voilà, il a fait partie. Il s'appelle comment, je regarde. Chapmanto. Mais sauf que personne. Comment on décrit ça? Tout le monde est au courant à Hong Kong. Chapmanto. Chapman, plus lointain. Ah, Chapman, ok. Ouais, ça voilà. Personne n'est au courant. Enfin, il le dit. Hein, il a été invité au dîner plein de fois, donc il me l'a dit, machin. Voilà, mais simplement... C'est un peu comme l'acteur qui jouait Paulie dans Les Sopranos, qui était mafieux à l'origine. Effectivement. Ouais. Et en prison, il a rencontré une troupe de théâtre. Et c'est comme ça qu'il est devenu acteur. En fait. Sauf que là, Chapmanto, lui, à 30 ans, il avait écrit sa bio, quoi. Ah ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a Infernal Affairs qui est sorti, ça l'a un peu révélé. Tu vois, il a déjà eu des petits rôles avant dans d'autres films, mais disons que son personnage d'Infernal Affairs, ça a marqué les esprits. J'ai vu qu'il s'est fait exiler par le gouvernement chinois. Exactement, oui. Il a été donc repris dans Infernal Affairs 2 et 3, et à peine Infernal Affairs 3 est sorti, qu'il avait déjà... il a sorti sa bio en 2 volumes. Le titre anglais, c'est The Good Son. Voilà, The Good Son, part 1 et 2. Et sur la photo du livre The Good Son, c'est comme dans Le Parrain, c'est même le même lettrage que Le Parrain, etc. et tout. Donc voilà. Mais Andrew Lowe avait... The Good Son, The Godfather. Oui, voilà, The Godfather. Oui. J'espère que tout ce background... en gros, voilà, il commençait à peine à percer dans l'industrie du cinéma. Il dit... il espérait qu'il allait faire carrière dans le cinéma parce qu'il a tellement vécu de choses que ce background lui servira en tant qu'acteur pour montrer à l'écran des choses de vécu, quoi, tu vois. Voilà. Donc effectivement, lui et Anthony Wong sont tous les deux blacklistés de Chine. Pour avoir exprimé leur avis par rapport notamment au mouvement des parapluies et au fait que les flics tapaient les étudiants. Ils ont dit c'est pas bien. Ah ouais, donc même Anthony Wong qui est quand même... Anthony Wong, ouais. Anthony Wong peut plus tourner en Chine. Voilà. Il tourne dans des films... il fait quoi, en Malaisie et tout, il va... local, et puis voilà, mais c'est tout. Et voilà.
voilà, maintenant il est... Ah, alors que pourtant, c'est quand même une star. Oui, mais faut savoir, bon, tu sais qu'il est métis déjà. Son père était anglais et sa mère chinoise. Son père est parti. Il a retrouvé ses frères que très récemment, des frères plus âgés que lui. Ça a été montré dans un reportage, je crois, de la BBC. Il a retrouvé ses 2 frangins il y a quelques années. Il leur a offert un DVD d'Ebola Syndrome. Putain, la vache. Il est venu avec son CV. Voilà. Donc Voilà voilà, ce que j'ai fait sans vous. deux grands frères blancs, hauts, enfin très très hauts et grisonnants. Voilà. T'imagines, on t'apprend que ton grand frère, enfin ton frère, c'est un acteur super connu en Hong Kong. Ça doit être énorme. Donc voilà, donc il a retrouvé ses deux frères et tout. Du fait qu'il soit métis, en fait, il a souvent eu des rôles de méchants en fait. Ouais. En gros, bon, faut savoir que le racisme à Hong Kong, même s'il est pas, tu vois, on te le dit pas en face et tout, il existe, tu vois. Du coup, il a souvent eu des rôles de méchants du fait que, bah voilà, c'est un métis et tout, donc lui, ça va être le serial killer, ça va être, voilà. Évidemment, il se considère comme un vrai Hongkongais, tu vois, je veux dire, sa page Facebook, elle est en chinois, principalement, etc. et tout. Mais par contre, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu la langue dans sa poche, et donc, même pour la promo, j'ai interviewé pour la promo de la trilogie Infernal Affairs, donc c'était pour les bonus des premiers DVD Studio Canal il y a 15 ans, il a défoncé le 2 et le 3. C'est-à-dire que je lui ai dit, mais vous êtes super dans le 2, le personnage, puis développer, machin. Ouais, mais je comprends pas pourquoi ils ont fait le 2, ils auraient dû s'arrêter au 1. Il m'a sorti ça, on était dans les locaux de Media Asia, donc la boîte qui a produit le film. On était censé faire les bonus du 2 et du 3. J'adore les mecs comme ça. Et donc... Harrison Ford est comme ça. Tu peux en trouver plein, je me rappelle d'avoir trouvé un truc dans HK Vidéo. Après, j'ai insisté un peu et fait, ok d'accord, le 2, machin. Alors finalement, il a pas trop défoncé le 2, il a dit oui, effectivement. Il a travaillé le personnage, machin, pour l'enrichir et tout ça. Mais après, le 3, il l'a détruit. Il a dit, ouais, mais c'est pas de ma faute si c'est pourri et tout. J'ai hâte de voir le 3, parce que, dites-moi, on me le vend bien. Hein, ouais, je pense. Anthony Wong a dit, alors je vais pas tout dire, mais il a dit, j'avais l'impression que j'allais à un mariage et que la mariée était habillée en noir. Il a dit un truc comme quoi c'est pas de ma faute si les gens aiment la mort. Moi j'étais juste là pour boire un coup. Voilà, il a sorti un truc comme ça. J'étais mort de rire, tu vois. Enfin, j'étais pas mort de rire parce que du coup je me dis ça servira pas dans le bonus. Il est peut-être payé à la cigarette, hein, parce que non, et il a souvent dit en interview que l'argent avant tout. C'est-à-dire lui, il se donne un air un peu provoque, etc. Harrison Ford, c'est... Il dit voilà. Apporte des clopes à la morgue pour papa. C'est ce qu'il avait demandé. Je vais en chercher. Donc Yann est viré de l'école de police, mais recruté par Wong. On a un petit montage pour montrer l'information des 2 infiltrés, avec Yann qui est en prison. Et on passe en 1995, où Yann est en colère car sa copine a avorté. Et c'est le mariage de la fille de l'homme. Et les chefs se réunissent. Les chefs des 5 familles de New York. Les Tatalia, les Barzini. Ils sont tous là. Et c'est vrai que oui, c'est ça. Quand la scène a commencé, j'ai fait ah ouais. Parce que c'est tellement le parrain, quoi. C'est vraiment le parrain. Sauf que quand cette scène a commencé, je fais ah ouais. Toi, t'as fait ça. Genre, ah ouais, du parrain dans mon Hong Kong, c'est ça que je veux, quoi. Voilà. Je trouve que ça ressemble un peu trop parrain par moment, justement, où il y a ce personnage de Ho, qui lui est carrément un Michael Corleone, quoi. Assez réservé, qui est le fils du chef. Au début, on n'est pas sûr que c'est lui qui va reprendre les affaires, et lui il dit non, mais c'est moi qui vais le faire parce que je suis son fils. Il y a le même arc que Michael Corleone dans le premier. Ensuite, on réunit tous les chefs de famille autour de la table. C'est dans le premier où il y a la scène de la grande table où tous les chefs, et dans le deuxième où ils vont à Cuba ça me fait plus penser à la scène dans Cuba où ils vont tous se réunir dans le deuxième à Cuba. Et ensuite, on tue tous les chefs de chaque famille en même temps. Montage parallèle. Le montage parallèle en même temps. Ouais, ça fonctionne. Ah, ça marche. Ouais. Quoi? C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que je crois que j'ai trop vu le parrain en fait. Ah oui, peut-être. Après, moi j'ai pas de problème avec la citation. C'est vrai qu'une fois que tu vois trop un truc et que quelqu'un rend hommage, tu trouves ça un peu, genre, ouais, c'est bon, c'est surfait quoi. Enfin, tu vois. J'avoue, quand j'ai revu avec la petite musique, je fais ah ouais, quand même. Ah ouais. Il y a un truc bien appuyé. Il aurait manqué que ça fait bien appuyé, effectivement. Mais du coup, je veux dire, rendre hommage à un bon film en faisant un bon film, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas très grave, tu vois. C'est comme rendre hommage à Hit, c'est pas un problème, tu vois. Oui, ou rendre hommage comme je disais, au Grand Pardon, tu vois. Clairement, un hommage au Grand Pardon. Visiblement, Ambulance ne rend pas hommage à Hit. Moi, j'aime beaucoup Michael Bay, donc je vous le dis, voilà.
Il en faut. Voilà, il en faut. C'est Il en faut. tapé, Chacun ses déviances. C'est Il hit, faut- mais il n'y a pas de chant, il n'y a pas de contre-chant. Il faut les prendre comme. Ah non, alors il y a pas de coupe en Il fait. n'y a pas de coupe. Comment y a pas tu de veux chant, qu'il y ait des- mais c'est un plan séquence. Moi, j'imagine les larmes du monteur lorsqu'il Ils a sont reçu 4 des ou 5, rushs je crois. Ils sont de 4 ou ambulance. 5. Non, mais j'imagine. Mais t'as vu Tiens. dans les crédits, hein, ils sont toujours 5 ou 6. Il y a 5 ou 6 monteurs crédités à chaque fois. Tiens, débrouille-toi. Ah oui, il a pas Et le ils temps. se partagent la journée, ils bossent chacun Ouais. 5 heures. Alors toi, tu vas faire 1 heure. Ouais, mais Bon, bref, ok. retournons. On va pas se lancer sur Michael Non, mais Bay. ouais, non, mais- Ça, ce sera pour. Non, je veux qu'on règle ce problème. moi. Ça, ce sera pour Transformers, la saga, ou pour la saga Tortue Ninja aussi. Voilà. Il est juste producteur. Ouais, mais on en parlera forcément de lui. Et la saga Pearl Harbor, bien sûr, puisqu'on y en a eu 3. Ça serait fou ça. On est revenu, Pearl on a Harbor, gagné. les Japonais sont de retour. Et cette fois-ci, on a gagné. Mais, un truc que j'aime bien, le chef de Wong qui retrouve Yann dans les suivants, genre en mode il se cache dans un bus pour savoir qui est l'informant. Ça, j'ai bien aimé ça, tout ce côté-là. Et même avec le chef de la police, j'ai bien aimé son personnage aussi. De toute façon, les relations entre les protagonistes sont pour moi réussies dans le 2. Il n'y a pas de... Le personnage joué par Woo Jun, qui est donc le coéquipier d'Anthony Wong, lui aussi a une top. Bah, alors, c'est vrai qu'on rajoute trop de top. Ah, il y a beaucoup de top. Voilà. Et c'est comme dans Infernal Affairs 1, c'est-à-dire qu'il y a un personnage auquel on fait pas attention, Ouais. qui est le personnage joué par Gordon Lam Katang, qui joue notamment dans Limbo, le plus grand film de Hong Kong de ces Qui est vraiment incroyable. dernières années. Les réalisateurs ont fait exprès de ne pas trop lui donner de plan, etc., etc., pour qu'on soit surpris à la fin de dire putain, il y avait un autre infiltré, putain, il a tué Tony Lang, et putain, je m'y attendais pas. Voilà. Et il y a exactement la même chose avec le personnage d'infiltré joué par Roy Chung. C'est vrai qu'on n'en parle pas, parce que justement, il est discret dans le film. Il joue le rôle d'un homme de main de Ho. Et c'est un personnage qui a beaucoup tourné avec Ringo Lam. Il joue souvent les raclures dans les films de Ringo Lam. Il y a une tête qu'on se souvient, lui. Bah voilà, il joue les raclures dans les films de Ringo Lam, dans Prison Fire, dans School on Fire, où il est absolument... Prison on Fire, School on Fire, Hospital on Fire. Ça finit par Sky on Fire. Sky on Fire, ok. Mais c'est super. Sky on Fire, ça sonne mieux. Je rigole pas parce que School on Fire, c'est juste... C'est incroyable. C'est mon film préféré de Ringo Lam. C'est incroyable. C'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que je mets Full Alert et School on Fire, voilà, les deux là, je les mets au-dessus. C'est juste que, ouais, les titres comme ça, quand tu t'y attends pas, tu vois. C'est les titres anglais. Ambulance on Fire, quoi. Ambulance on Fire. Ce sont les titres anglais. Des fois, t'as des titres assez improbables, effectivement. Quoi. Il joue le rôle d'un chef, enfin d'un homme de main impitoyable, apparemment. Putain, c'était un infiltré. Et juste après avoir démonté 2 gangsters de sang-froid, il se fait tuer par le personnage de Ho. Du coup, ouais. Et là, twist. Il y a beaucoup de Dutch angle. Hein. Oui. De quoi? Dutch angle. Quand c'est filmé. Ouais, c'est débulé, tu veux dire. Ouais. C'est vrai. Dans le premier, il y en avait moins. Il n'y en avait pas beaucoup. Dans celui-là, il y en a vraiment beaucoup. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je peux faire attention. Ça débule vachement plus, ouais. C'est vrai. C'est vrai que maintenant que tu le dis. Ouais, ça va. C'est les 2-3 premières scènes où j'ai fait la remarque tout de suite. Je me suis dit, il y a beaucoup de Dutch angle. Ouais. Bon, après, c'est un truc que j'aime beaucoup en général. C'est de nos jours assez péjoratif et mal vu, tu vois, à cause des films comme Thor et tout. Il y a des Dutch angle partout. Mais on passe de Infernal Affairs 2 à Thor. Non, mais attends, il aurait pu te citer le truc de Travolta filmé de travers là. Non, mais je dis Thor parce que c'est un des films grand spectacle, enfin un des films blockbuster qui a utilisé beaucoup de Dutch angle et souvent utilisé comme exemple de si tu fais des Dutch angles, tu t'y connais pas en cinéma et tout. Oh, pourtant, moi j'aime bien. Quand c'est bien fait quoi. Je veux dire, y a pas. C'est le genre de plan qu'il y a aussi dans Outrage de Palma, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Ou dans Batman et Robin de jouer. Batman et Robin, on a pas longtemps. Je suis désolé, mais. C'est vrai, Batman et Robin, on a beaucoup. Ne me demande pas comment je sais ça, parce que je l'ai pas vu il y a très. Moi j'ai une excuse, peut-être pas toi. Mais on a une grosse culture cinéphile. Pourquoi es-tu si tendu? Pour rien. Oncle John dit que tu t'en sors pas mal. Tu as déjà pensé à soutenir la famille? Je sais bien que tu préfères te tenir à l'écart d'Engai. Mais nous sommes frères de sang, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Écoute, je t'invite à l'anniversaire de ma fille ce week-end. Tu as horreur de me parler, c'est ça? Non. Parlons un peu de Marie, qui est donc a tué le père de Ho, à la demande de Wong. Est-ce qu'ils sont ensemble ou pas? On sait pas.
Parce qu'il y a une petite... Enfin, il lui caresse la joue, mais ils se rencontrent dans des hôtels, enfin, il y a une... Je pense qu'ils ont préféré ne pas développer cet aspect-là, mais bon... Moi, ça m'aurait ils ont... pas on peut faire un spin-off, Marie... Ouais, Wong, il a le droit, Wong, il a le droit d'avoir sa vie. Voilà. Non, je pense que Marie, elle aime son mari. Enfin, Oui. Marie aime son mari. Oui, c'est ça aussi. Elle aime Sam. Et d'ailleurs, elle rejette les avances de... Ouais, elle le rejette clairement. C'est plus Wong qui est intéressé que... Ouais, je pense, oui. Ouais, voilà. Et Marie, tu vois, elle pourrait se taper un petit jeune et tout, elle le fait pas parce que non, voilà, c'est la femme du boss. Elle fout des claques à Edison Chen et du coup... et d'ailleurs... Belle claque, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, d'après l'interview que j'ai faite avec Edison Chen, ce sont des vraies claques. Donc voilà, elle était censée lui en donner une, et elle lui en a donné 3, 4, plus la tête contre le mur. Donc il a été un peu choqué. Sachant qu'il faut faire plusieurs prises en plus. Donc on a la scène de la fusillade où il y a Sam qui s'en sort et Marie qui est sauvée par Lo. Ming, pardon, j'ai failli dire Wing. Ming, ouais. Et par contre, il y a plein de manières de mourir. Il y en a un qui se fait cramer. Il y en a un qui se fait enterrer vivant, qui est la pire chose au monde. Je préfère largement me faire cramer, au moins tu meurs assez rapidement. Te faire enterrer vivant, c'est quand même, je sais pas quoi. Oui, c'est ça. J'en parle. J'ai pas envie. Ouais. Je parle de la mort du personnage joué par Teddy Chen qui se fait cramer, parce que j'ai aussi interviewé, j'ai fait plein d'interviews sur Infernal Affairs, mais il y en a plein que j'ai pas exploité. J'en parle un peu dans le cinématiseur où j'ai écrit un dossier sur la trilogie où en fait Teddy Chen n'était pas au courant qui devait cramer. Normalement, ça aurait dû être... au fait, petite note avant que tu commences. Ce que je veux dire, c'est que On va t'immoler. normalement, ça aurait dû être un cascadeur, en fait. Mais il est en image de synthèse, le feu. Alors, une partie, ouais. Ouais, ça se voit. Lorsqu'il est arrivé sur le plateau de tournage, il dit on attend le cascadeur, quoi. Sauf que personne lui parle, tu vois, tout le monde regarde ailleurs. Il arrive quand le cascadeur? Et là, il y a un mec qui se ramène avec une combinaison. Et, tiens, tu vas mettre ça. Allez, salut. Il était furieux envers Androlo. Il a dit dans mon prochain film, tu m'as brûlé dans ton film, dans mon prochain film, je te noie. Enfin voilà quoi. Mais du coup, ils ont pas tourné tout de suite. Je sais que Androlo a tourné parce que tu sais, les réalisateurs ils font des caméos dans les films des autres et tout. Tu vois, Hong Kong c'est petit dans le sens où tout le monde est ami avec tout le monde. Il y a des gens qui peuvent faire, tu vois, Eric Tsang peut faire une apparition dans un film gratos pour un réal, etc., etc. Tu vois. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi ces dernières années. Quand tu n'étais encore qu'un bleu, je me souviens, je t'aidais à attraper des petites frappes. Mais aujourd'hui, il serait temps que tu fasses de gros poissons, hein. Tu pourrais me coffrer. Ah, t'as une tâche là. Où embarquer cette jolie poulette? Ça m'arrête, enfin. Ça, mon petit, c'est de la bombe. Je sais pas qui c'est ton mec, mais c'est un super vénard. Non, mais c'est toi, idiot. Les flics arrêtent Ho qui leur montre une cassette. En gros, ouais, il est au courant de Wong et Marie. Il y a un truc qu'il faudra quand même expliquer, c'est comment Ho il est au courant de tout pendant tout le film. Parce que c'est Dieu. Parce que pendant tout le film, c'est vraiment ça. Bah oui. J'ai des dossiers sur toi, j'ai des dossiers sur toi. Il a un côté Batman, tu vois. Il est omniscient. Oui, c'est ça, c'est ça, Batman. Batman a des dossiers sur tous les membres de la Justice League et au moindre problème, c'est... Non, mais effectivement, c'est le calculateur suprême, quoi. Calculateur, un coup d'avance sur tout le monde. Ouais. Et des caméras partout, des machins. C'est lui qui possède l'hôtel ou un truc comme ça. Oui, voilà, il a... C'est ce qui fait de lui le plus adapté, en fait. Et dès le début, on a vu qu'il maîtrisait tout, quoi. Lorsqu'on a voulu l'éjecter et tout, il avait des dossiers déjà sur tout le monde et tout le monde était obligé de marcher au pas, quoi. Le chef de Wong se fait exploser. Effectivement. Ouais. Bien comme il faut. Ouais. Et pareil, c'est... moi, je l'ai vu en salle et tout, pareil. Super scène, ça. Tu t'y attends pas, quoi. Tu t'y attends pas, boum. Même si c'est le genre de scène, on les a déjà vus dans les films de mafia. Ouais, mais là, ça marche avec la caméra qui reste sur Anthony Wong. Ça fonctionne, super bien. Plan, caméra portée, Anthony Wong qui pleure et tout. Vraiment super. C'est pour ça que quand Anthony Wong... Il est bien, Anthony Wong. C'est pour ça qu'Anthony Wong... Je le préfère même... Enfin, j'étais beaucoup plus marqué par Sam dans le premier. Ouais. Alors que dans celui-là, c'est plus Wong qui me marque. Bah oui. Alors que Sam est plus Loki, il est plus calme, il est plus en retrait, limite, il est beaucoup moins exubérant que dans le premier, je trouve, Sam, dans celui-là. Bah oui, dans le premier, il en fait. Mais il s'est pas encore construit, tu vois. Il s'est pas encore construit. Ça marche. Ouais. Moi, j'aime bien. Pas comme Nicholson, on fait des tonnes, par contre. Tu sais, quand il casse le... Oui, avec le rat et tout. Ouais, c'est Nicholson, en même temps. Non, mais c'est vrai, mais on est d'accord. Hein. Oui, mais quand il casse le plâtre. Oui. Alors, t'es un infiltré, hein? T'es une balance, alors? Putain, non, quoi, non. Et pourtant.
Oscar du meilleur film. Ming est amoureux de Marie et elle ne veut pas de lui, donc voilà. C'est triste. Elle le claque. Elle le claque bien. Et elle se fait écraser violemment. Oui, mais cette scène... La voiture bélier, je m'y attendais vraiment. Ouais, ça, là, vraiment... pour le coup, c'est vraiment la scène où je m'y attendais pas. Oui, quoi. oui, personne. Je savais qu'ils allaient la tuer, mais comme ça, genre une bagnole qui sort de nulle part et qui la dégomme, personne. Vraiment... La scène est extraordinaire. La scène est extraordinaire parce que Ming lui donne une dernière chance. C'est là qu'on voit que c'est un enfoiré. C'est-à-dire que même si dans Infernal Affairs 1, son but est de redevenir une bonne personne, là, dans le 1, on voit qu'il est passé vraiment du côté obscur de la force, mais grave, quoi. Ouais. Il trahit la femme de son boss parce qu'elle a rejeté ses avances. Il va quand même essayer de l'appeler pour peut-être la prévenir, tu vois, mais elle répond pas. Et là, boum, elle se fait dégager et la scène, elle est choquante. Ouais, je sais plus pourquoi il l'appelle, en fait. Mais il l'appelle, imagine, elle décroche, il lui fait barre-toi, tu vois, un truc comme ça, tu vois, il y aurait peut-être... Changer d'avis au dernier moment, quoi. Voilà, il y aurait peut-être eu le fait que... j'ai un petit problème, j'ai envoyé des mecs pour te tuer, mais je crois que je change d'avis, là. Voilà. Donc si j'étais toi, je quitterais le pays pendant quelques temps. Je pourrais potentiellement te pécho après. Voilà. C'est clairement ça. Non, tu vois. Parce que Sam, de toute façon, il va se refaire une famille là-bas en Thaïlande, donc... c'est pas de problème. Justement, on est en 97, où Sam vit en Thaïlande avec une nouvelle femme et un fils ou une fille, je sais plus, bref, un bébé. Un enfant. Ming est presque inspecteur, Yan est bien installé dans les triades, et c'est là que donc Ho est plus ou moins politicien maintenant, il est en train de se lancer une carrière de bureaucrate politique. Oui, voilà, il veut arrêter l'illégalité, enfin comme le la parrain plupart, 3, comme la plupart, oui, voilà, comme la plupart des... On a les 3 parrains en un, comme ça tout le monde est content, tu vois. C'est même une performance, tu vois. C'est vraiment le parrain, quoi. Ouais. Et il a un téléphone à la Matrix, je sens que c'était obligé de le dire, il a le banana phone de Neo dans Matrix. Ça, c'est ton moment. Et voilà, je pense que c'est bien que Hollywood s'inspire de Hong Kong et Hong Kong s'inspire d'Hollywood, tu vois, c'est comme ça. Alors, hommage à Andrew Lo, puisque voilà, il s'est quand même cassé la tête à... Parce que, alors, il faut savoir qu'Andrew Lo, il est non seulement réalisateur, co-réalisateur, il est aussi chef opérateur du film, puisqu'à la base, il s'est fait connaître en tant que chef opérateur et pas n'importe quel chef opérateur. Il a Ringo Lam, les films de Ringo Lam des années 80, je sais pas, City on Fire, Prison on Fire même. Prison on Fire, Wong Kar-wai, tu vois, c'est le premier Wong Kar-wai, As Tears Go By. Techniquement, il est super. Ce qu'Arnaud nous disait la semaine dernière. Techniquement, il est bien, mais il lui faut un bon scénariste à côté. Voilà. Il peut faire n'importe quoi si on le laisse. Voilà. Et c'est pour ça que la combinaison avec Alan Mack, Andrew Lo, c'était incroyable. C'était un miracle pour moi. C'est-à-dire, il a fait son meilleur film. Enfin, Infernal Affairs, tu vois. Pas photo, quoi, tu vois. Il s'est cassé la tête à faire 3 types d'images différentes pour les différentes périodes de Infernal Affairs 2 entre 91, 95, 95. Ah, j'ai pas remarqué. Voilà. Donc voilà, il l'a dit, donc quand vous le reverrez, ben voilà, on le saura. Sachez que pour les 3 périodes montrées dans Infernal Affairs 2, il y a quoi, un éclairage différent? Voilà, alors là c'est un truc de l'étalonnage, l'éclairage, un truc de technicien où il s'est un peu, cassé la tête. Comme dans le Scorsese Aviator. Où t'as une moitié de film où c'est limite en Technicolor, et enfin tu vois, une en sépia et une en Technicolor. Dans le truc de Danny Boyle, tu vois, sorti. Donc je trouve Sam un peu moins passionnant que dans le premier. Moi je l'adore. Dans le premier, il était tellement over the top. Moi je l'adore parce qu'il y a ce truc de, tu sais, le mec va devenir le boss. Il est aussi ambigu. Ouais. Et puis le type va devenir. Non, mais j'aime bien devenir le boss sans avoir été destiné à l'être, tu vois. Et c'est vraiment, moi j'adore son parcours. Exactement, c'est un sous-fifre, et ça c'est génial. Ouais. J'adore son parcours du 2, quoi. Je le trouve vraiment, tu sais, il va finir par se retrouver là, pas par hasard, mais tu vois, c'est pas son ambition première du tout, quoi. Il se retrouve là, en gros, parce que c'est plus une question de vengeance au final. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'il sait qu'il va être mort s'il le fait pas, quoi. Mais il aimait sa femme, il verse une larme. Et après, il fait son c'est truc. pas un enfoiré. La scène où il verse sa larme et il sort et ensuite on l'entend pas parler et tout, on a juste la musique et lui il est là. C'est la scène de la rétrocession. Il passe en mode le Sam qu'on connaît du premier, quoi. Ça marche. Elle est très bien, cette scène. Cette scène est très très bien. Et encore une fois, le parrain avec les portes qui se referment. Tu sais, il y a un petit côté. Là, il rejoint sa vraie famille. Il a perdu. Il manquerait plus que Marie qui le regarde de l'extérieur, tu vois, et on aurait à peu près le même. Un peu ça dans le 3, fais gaffe. Merde. mais non, moi je l'adore. Je trouve
je trouve vraiment son. C'est juste que il est plus en retrait, je trouve Wong plus présent dans le film, j'ai l'impression que Sam. Enfin, je sais pas. Non, en fait, il y a un temps... Ouais, je pense qu'ils se répondent vraiment. En fait, tout est équilibré dans le 2, simplement, il y a des personnages qui te marquent plus que d'autres, je pense, en fonction. C'est peut-être parce que Sam est éloigné, il est en Thaïlande pendant une petite partie du film. Oui, voilà. Je pense que c'est peut-être ça. Le film dure 2 heures. Hein. On le retrouve vraiment le dans film le dernier. dure 2 heures, dans et du coup, chacun a le temps de faire 20 son minutes truc. de trop. Oh là là. non, on a le temps de développer les personnages, on a le temps de les approfondir, et c'est une bonne durée. C'est vraiment une bonne durée, les 2 heures. Enfin, les moins. Normalement, c'est ce qu'il faut pour un polar. Hein. Enfin, 2 heures, c'est très bien. Ouais, 2 heures. Sauf que là, c'est un mélange polar, film de mafieux. C'est juste que je me suis habitué à la quasi-perfection du premier, où tout est méticuleusement dans une boîte avec un petit neuneu, tu vois, pour 1h40, que j'étais un peu déçu quand j'ai lancé le film, et j'ai vu qu'il durait 2 heures, tu sais. Attends, mais dans le premier, parce que bon... Le premier est très bien, mais il faut reconnaître que dans le premier, il y a plein de scènes pompées sur notamment Hard Boiled. Les scènes du toit. Les scènes du toit. Les scènes du toit, oui. C'est juste avec un acteur qui est déjà dans Hard Boiled, 2 acteurs qui sont déjà dans Hard Boiled. Copier-coller, quoi. Non, mais je parlais pas de ça, moi. Limite le briquet. Il se donne le briquet pour l'anniversaire en plus. C'est vrai. Je parlais pas de ça du tout, en fait. Je parlais plus du rythme. Ouais. Oui, mais... Le rythme, ça dure 2 heures. Il y avait rien acheté. Tu vois, 1h40, il y avait rien acheté au final dans le film, dans le premier. Il y a aucune scène que tu as envie de jeter, quoi. Sauf que tu ne t'attaches pas trop aux personnages secondaires que sont c'est possible. Ceux d'Anthony Wong et Eric Tsang. Sam plus, Wong moins, ouais. C'est Anthony Sam, Wong même Sam quand il meurt dans le parking. Ouais. Je trouve ça plus marquant que la mort de Wong. Ce qui me marque plus, c'est plus Andy Lau qui a décidé, ok. Je veux, j'irai jusqu'au bout pour rester flic. Tu vois. C'est ça. C'est plus son personnage, c'est plus les changements du personnage. C'est vrai qu'Anthony Wong dans le premier est assez retrait finalement, quoi. Tu vois. C'est vrai que sa mort est moins impactante. Oui. Bah parce que tu t'en sais pas trop. Et on sent que le peu de scènes qu'il a avec Tony Leung, il y en a 2-3, je crois. C'est des scènes où il se donne des briquets. Et à chaque fois, on dirait qu'il le manipule aussi. Ouais, on lui donne, il reste encore 3 ans. Il n'a pas ce côté vraiment paternel qu'on pourrait penser. C'est pour ça que quand il meurt, sa réaction à Yann sonne un peu fausse parce que il a pas l'air si sympa que ça comme mec. Mais c'est aussi parce que c'est aussi parce que c'est le seul type qui savait ce qu'il était. Je veux dire, t'as fait quelqu'un là pour le coup, c'est fini, quoi. Ça, c'est une des très bonnes idées du film aussi, qui est qu'un seul mec qui est son identité, c'est une super bonne idée, quoi. Quand un homme me respecte, je suis prête à tout. Ho a kidnappé la famille de Sam, donc Sam a kidnappé la famille de Ho. Wong sauve Sam. Ho se fait tirer dessus par Wong, qui lui voit le micro de Yann au passage. Ho, avant de mourir, il voit le micro de Yann, genre ça c'est beau ça. Salaud. Surtout qu'il se prend une balle dans la tête, techniquement il est mort. Ouais, mais c'est pas grave. Et j'adore, il est là, genre balle dans la tête, il est là, genre oh, c'était toi. Tu vois bien sur le front comme ça. Mais oui, mais ça c'est Hong Kong. Ouais, ça c'est ça, ça me plaît, ça, j'aime bien ce genre de petits trucs. Et il met 2 heures à mourir. Mais non. Sam tue quand même la famille de Ho. Oui. Donc il devient lui-même là, comme Ho. Il y a un vrai basculement. Parce que Ho, il tue les familles, il en a rien à faire, il tue tout le monde et Sam devient comme lui. Il y a un vrai basculement juste à ce moment-là. Ouais. Non, c'est parce qu'avant, on lui demande, c'est le Thaïlandais qui lui dit attention, qui veux-tu devenir? Enfin voilà, qu'est-ce que. C'est le Thaïlandais qui le convainc que voilà, c'est la seule chose à faire, c'est ça. Il n'y a pas de choix. Tu veux qu'on travaille ensemble, voilà, on doit faire ça. D'ailleurs, c'est les Thaïlandais qu'on avait vus dans le. Ouais, c'est le même. Premier, sur la fameuse scène du plâtre, quoi. Ouais, c'est le même gars. Ouais. Et enfin, on finit sur le changement de drapeau. Et Ming qui rencontre sa future copine qui s'appelle aussi Marie. Voilà. Qui n'est pas incarnée par la même actrice. Non, pas à ce moment-là, non. Parce que, ouais, on dirait que. C'est marrant parce qu'il y a quoi 3-4 ans entre les films. Il y a 3-4 ans entre les films et ils ont tous l'air d'avoir 20 ans. Ils ont perdu tout le monde. Mais ça se termine là-dessus, c'est ça. Il rencontre sa future. Ça se termine là-dessus et la chanson Chauchet, voilà, qui est une sublime chanson que j'ai dans la tête à chaque fois que je regarde ces films. Tu l'as dans la tête pendant un mois après. Et voilà. Bon, bah, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Infernal Affairs 2? On va commencer avec toi, Marie. Bah, écoute, moi, alors, je suis pas comme Fred, je suis Team Infernal Affairs 1, du coup. Voilà. Pour les raisons que j'évoquais au début, tu vois, j'ai vraiment le problème du background des personnages, et notamment celui de
je vais pas me tromper, de Yann m'embête énormément, quoi. Tu vois, je trouve que ça nuit un peu à l'aspect tragique de ce qu'on connaissait du personnage. Par contre, je trouve le film esthétiquement largement supérieur au premier, quand même. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que cette manière qu'il y a de filmer la nuit, tu vois, les scènes de nuit, où justement, avec tout ce truc, avec les différentes taupes, quoi, elles sont vraiment magnifiques, quoi. Ce qui fait que les lumières de la ville, tout bêtement, je trouve Hong Kong, ça marche bien. Hong Kong, là, ça marche naturellement bien. Tu vois. Mais voilà, je trouve le film, par contre, techniquement brillant, quoi, sans trop de problèmes, c'est sûr. Moi, j'adore toujours autant le film. Quoi Voilà, j'ai revu récemment, mais pas encore au cinéma. Oui, parce que le film étant, je vais le dire juste, le film actuellement dans pas mal de villes de France, les trois films, ils font des marathons et des trucs comme ça. Donc jetez un petit coup d'œil, allez sur Google et cherchez Infernal Affairs. J'ai pas besoin de vous dire de chercher comment, hein. C'est Google, c'est Google, merde. Fred. Oui, j'ai envie de dire que c'est mon favori, mais en même temps, pour moi, le 1 et le 2 sont liés. C'est-à-dire que tu regardes le 2, tu regardes le 2 sans le 1, le 1 est très très fort. Enfin, le 1, c'est un pur film de suspense du début à la fin, quoi, tu vois. Donc pour moi, le 1, enfin voilà, les deux films sont liés. Le 1 et le 2, pour moi, ça constitue un c'est vrai que c'est difficile de les... Tu vois, pareil, quoi. Regarder le 2 sans avoir les éléments du 1, c'est impossible. C'est impossible. Puis, finalement, il est clair aussi. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Autant tu peux voir le premier sans voir le 2, comme la plupart du temps. Il y a plein de films où tu peux te faire ça, mais par contre, c'est impossible de regarder le 2 sans avoir vu le 1, je pense. Ouais. Et c'est justement un des petits problèmes que j'ai avec le film, c'est les deux personnages principaux du film précédent n'ont pas du tout le même impact ou le même intérêt, ou même... En fait, ils sont clairement une arrière-pensée, quoi. Les personnages. On dirait que on les a mis dedans parce qu'il faut les mettre dedans. Alors que Wong, Sam et Ho et Marie... Ça, c'est vraiment les 4 personnages principaux du film, et on s'intéresse bien plus à eux, et ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est la vraie bonne idée. C'est ça qui donne de l'intérêt à ce préquel, parce que sinon, moi, quand j'ai regardé Infernal Affairs 1, je me suis jamais dit, j'aimerais bien savoir comment c'était quand il faisait ses classes et quand il était... Je m'en fous. Enfin, tu vois, je m'en fous. Mais au final, de me dire, mais on va développer les deux chefs, le Wong et Sam, on va les développer, là, ça donne de l'intérêt au truc. Comme je disais, un côté... parrain, ok, mais un peu too much in your face, quoi, tu vois, un peu trop... Sur ce point, je suis d'accord. Voilà. J'aimerais bien que Coppola voit ce film pour j'ai hâte que tu découvres les références de Infernal Affairs 3, quoi. Ce que tu vas citer, quoi. Donc, non, le premier, j'étais limite dithyrambique dessus dans l'épisode précédent. Enfin, pour moi, c'est... tous les films devraient être aussi serrés, tu vois. Je veux dire, en termes de rythme. De rythme, il est imprenable. Ah putain, c'est vraiment... Je disais, il n'y a pas une scène achetée. Alors que normalement, il y a toujours... Là, dans celui-là, il y a quelques scènes que ça ne me dérangerait pas. Dans The Departed, il y a quand même plein de scènes achetées, d'accord. The Departed, ouais. Bonne heure, ouais. 1h20. Ouais, non, maintenant que tu le dis... Ah, c'est vrai, il est beaucoup trop long et beaucoup trop... Je sais plus combien de temps il dure. 2h30, je pense. Ah, carrément, ouais. Est-ce que vous vous rappelez d'un film qui s'appelle Les Anges de la Nuit de Phil Joannou, avec Sean Penn, Gary Oldman, Ed Harris, Robin Wright? Ah, ok. Non. Voilà. Ça, c'est Les Infiltrés réussis. Ça se passe dans la mafia irlandaise, et c'est Sean Penn qui revient dans sa ville natale, une ville... Enfin voilà, il revient dans... Le chef des mafieux est joué par Ed Harris, son frangin c'est Gary Oldman, et voilà, c'était des potes d'enfance et tout ça, et ce que les gens savent pas, c'est que c'est un flic infiltré. Sauf que là, c'est pas évident. C'est-à-dire que autant, pour moi, c'est grillé dans Les Infiltrés. C'est grillé à la tête de DiCaprio. Pourquoi on l'a relancé, là? Non. Qui a mis une pièce dans le jukebox? C'est ma faute, Non, mais voilà. Je crois qu'il est sorti chez Rimini Édition en Blu-ray. Voyez. J'ai vu qu'il était passé... Voilà. Voyez ou revoyez Les Anges de la Nuit. Et là, c'est un putain de film. Alors là, vous avez plein de conseils dans cet épisode aujourd'hui. Là, vous avez de quoi faire 6 mois d'épisode. L'épisode conseil. Voilà. Mais c'est drôle parce que Les Anges de la Nuit, ça ressemble à un film de Scorsese. Ouais. Et Les Infiltrés, ça ressemble à un film de Scorsese. On va fermer boutique, monsieur, par contre. Excusez-moi, monsieur, mais il faut y aller maintenant. Non.
Bon bah merci à vous deux de m'avoir rejoint. En tout cas, on peut vous retrouver où Final Cut est de retour. Final Cut est de retour depuis assez peu de temps. Voilà, on a fait un premier épisode sur les Lévités d'horreur sur Jordan Peele. On disait que les Lévités d'horreur c'était un peu du bullshit, voilà. Je serai invité la semaine prochaine pour parler de Paul Thomas Anderson, si je me trompe. C'est pas encore réglé ça. Et dernier épisode de Hcast avec Erwan, c'était sur un film de Dante Lam qui s'appelle Opération Red Sea. Voilà. donc petite approche de la Opération Mer Rouge. Opération Mer Rouge. Okay. Voilà. Je vous laisse un petit peu la surprise de ce qui s'est passé. Et toi, Fred, ton actu? Mon actu, en ce moment, je fais du montage, je monte des anciennes interviews pour des sorties Blu-ray, pour des éditeurs soit anglais, soit français. Les versions longues de mes interviews d'Infernal Affairs, la trilogie, qui seront sur, normalement, le coffret The Jokers. Ok. Il faut savoir que j'avais utilisé... C'est pas encore officiel, normalement, donc fais gaffe. Alors bon... Moi, il me semblait avoir vu un truc comme quoi... Enfin, je sais pas, je le savais, quoi. Donc, parce que je vois souvent la question qui passe et ils répondent jamais à chaque fois. Ouais. Bon, alors on n'en parle pas? Tu coupes? On sera coupé, t'inquiète. Bon, ok. Bon. Tout ce que t'as dit aujourd'hui. Sur The Departed, notamment sur The Departed. Non, au contraire, moi j'aime bien avoir des débats sains de ce genre. C'est toujours très sympa. Bref. Bon bah merci en tout cas. Merci à toi. Si vous aimez ce que l'on fait, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles partout et à nous suivre sur Twitter @lasagapod ou à rejoindre notre Discord. Si vous voulez nous aider financièrement tout en découvrant des dizaines d'épisodes sur les sagas dont on a parlé et bien d'autres films, rejoignez notre Patreon, patreon.com/planséquence. Je vais bientôt y parler d'Hardboiled avec Marvin. Ah oui, c'est vrai ça. Mais oui, t'as pas le choix. De Frank Miller? De Frank Miller. Quoi? Je veux pas savoir, c'est la fin de l'épisode, c'est fini. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Sinon on dit à toute épreuve. Retrouvez aussi les autres podcasts du groupe Plan Séquence sur planséquence.net où nous avons ouvert une boutique avec plein de visuels sympas où vous pouvez avoir des mugs, des t-shirts, des badges, des tapis de souris, vraiment plein de trucs. Sur planséquence.net, jetez-y un coup d'œil. Comme toujours, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes habituelles comme Spotify, Apple, Deezer, SoundCloud, mais aussi désormais sur YouTube, puisque oui, je suis en forme en ce moment, j'ai créé une boutique et un compte YouTube. C'est beau. Donc donnez-moi de l'argent. Un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et bien sûr, merci à tous les gens qui nous aident sur le Patreon, des gens comme Pascal, Elvire, Sylvie, Madame Béa, le Grand Mendes, Michel, Alexis et Franck. Nos very important patous, je vous aime. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Infernal Affairs 3. À la prochaine tout le monde. Salut. Salut.